Super typhons, éruptions volcaniques, violents tremblements de terre et canicules interminables. L'année 2015 a été ponctuée par des catastrophes naturelles exceptionnelles. Bilan de ces phénomènes terrifiants, 20 000 victimes et presque 40 milliards de dollars de dégâts. 2015 s'affiche comme une année record sur plusieurs points. Des tempêtes tropicales d'une puissance inédite, des épisodes de sécheresse particulièrement longs et des températures les plus hautes mesurées depuis 130 ans. Faut-il y voir les conséquences du réchauffement climatique ou d'autres phénomènes plus ponctuels, comme El Niño? Comment la science peut-elle tenter de prévoir ces cataclysmes? Les populations peuvent-elles se préparer et anticiper certains de ces événements naturels? De la cordillère des Andes au plateau himalayen, en passant par les déserts glacés d'Islande et les îles paradisiaques du Vanuatu, des scientifiques décryptent ces colères de la terre et du ciel. Rassemblant exclusivement des images professionnelles saisies au cœur de l'action, ce film présente les catastrophes naturelles majeures de l'année 2015, de la plus inoffensive à la plus dramatique. Symbolique et emblématique des catastrophes naturelles de l'année 2015, le typhon Dutuan frappe Taïwan en septembre. 500 mm de pluie, soit l'équivalent de 4 mois de précipitations, sont tombés en seulement 24 heures. L'île de Taïwan est au cœur de la zone cyclonique du Pacifique, et les autorités sont habituées à lancer des alertes auprès de la population pour faire évacuer les zones les plus sensibles et éviter que les gens ne sortent de chez eux. Pour Fabrice Chauvin, spécialiste des cyclones à Météo France, l'île de Taïwan est dans le mirador de surveillance de la communauté scientifique. Taïwan, qui est à peu près situé dans cette zone, est dans une zone qui est sujette aux cyclones tropicaux. Il faut savoir que l'ouest du Pacifique Nord, c'est la zone la plus sujette aux cyclones tropicaux. Sur l'ensemble des cyclones, ça doit représenter peut-être quelque chose comme 60% des cyclones annuels. L'impact du cyclone a été particulièrement visible sur les côtes. Le littoral a été dévasté par des vagues exceptionnelles en raison de la conjonction de deux phénomènes, le typhon et la proximité de la Terre et de la Lune, provoquant des marées de tempêtes. C'est une élévation du niveau de la mer due à la dépression liée au cyclone. Donc la dépression liée au cyclone, en fait, elle a tendance, comme il y a moins de pression sur la mer, son équilibre, il le trouve un petit peu plus haut par rapport à sa normale. Donc une élévation du niveau de la mer. En urgence, les barrages ouvrent leurs vannes pour compenser l'afflux soudain d'eau de pluie. Leur abondance s'explique notamment par les températures des eaux de surface anormalement chaudes. Elles ont stimulé le nombre et l'intensité des cyclones du Pacifique Nord. 29 au total en 2015, avec des vents supérieurs à 178 km/h. Ce film retrace un échantillon de ces événements climatiques extrêmes. Autre île, autre menace. Ici, un désert de pierre et de glace. L'une des zones les plus hostiles et les plus mystérieuses de la planète. L'Islande. Dans ce décor de contes et légendes nordiques, le plus grand glacier d'Europe donne des signes d'activité étranges. L'activité a commencé avec un déferlement sismique dans toute la partie nord-ouest du glacier Vatnajökull. Personne ne savait encore ce qui se passait, mais on sentait que quelque chose de gros se préparait. Holger Sigmarsson est islandais, mais il travaille en France depuis plus de 20 ans et étudie l'origine du magma grâce à ses composés radionucléaires.
L'Islande est une zone hautement active en matière de volcanisme. L'île est située juste au-dessus d'un point chaud, c'est-à-dire une remontée de magma depuis les profondeurs de la Terre jusqu'à la surface de la croûte terrestre. L'Islande est aussi localisée à la limite de deux plaques terrestres en train de s'écarter l'une de l'autre, en autorisant des remontées de magma depuis le manteau et créant une dorsale océanique. Avec une telle situation, les moindres signes précurseurs d'une éruption attirent rapidement l'attention de la communauté scientifique. Or, sous ce glacier géant est installé un volcan peu connu et pourtant l'un des plus gros d'Islande, le Bardarbunga. C'est un volcan très connu pour les Islandais. Ailleurs, il n'est pas très connu parce qu'il n'a pas été très actif depuis plusieurs décennies, voire même des siècles. La dernière petite éruption s'est produite en 1903, mais auparavant, la dernière grosse éruption avait eu lieu au XVe siècle, en 1480. La spécificité du volcan Bardarbunga, c'est que son cratère principal est complètement caché sous la neige. Impossible donc de voir directement jaillir quoi que ce soit du volcan. Mais les scientifiques islandais ont réussi à cartographier le sous-sol pour découvrir la physionomie cachée du Bardarbunga. Un vaste et profond cratère effondré, ou caldeira, dont les bords culminent 400 mètres au-dessus du fond du cratère. Et par-dessus, 800 mètres de glace. Un potentiel dévastateur immense. Si une éruption se produisait dans le cratère du Bardarbunga lui-même, cela ferait fondre la glace et avec 800 mètres d'épaisseur, cela générerait un flot catastrophique qui jaillirait vers le nord et vers le sud. Ce qui est potentiellement plus dangereux, c'est la présence d'usines hydroélectriques sur les rivières qui proviennent du glacier et tous ces villages au sud, et ce jusqu'à la mer. Heureusement, le Bardarbunga est implanté dans une zone désertique et les routes d'accès ont été coupées très tôt, sauf pour les scientifiques. Les habitants les plus proches sont habitués aux colères de la terre en Islande et préparés à vivre en autonomie en cas de coup dur. On n'a pas peur d'une éventuelle éruption. On pourrait vivre en autonomie ici pendant un bon moment. On vit dans un pays en formation et on est habitué à ces manifestations géologiques. Ce genre de choses peuvent arriver dans 10 ans ou demain. C'est comme ça. Sur ce terrain relativement plat, ce sont bien les inondations potentielles qui poseraient le plus de problèmes. L'eau pourrait se propager largement à très grande vitesse et causer beaucoup de dégâts aux infrastructures. Nous sommes sur la route 1. En Islande, elle connecte le côté nord du pays au côté sud. Si on perd ce pont, il faut faire un détour de 1400 km à la place de 30 km. Alors on va faire tout ce qu'on peut pour sauver ce pont. Il faut qu'on attende et qu'on voit. J'espère qu'il n'y aura pas d'inondation. Mais on ne sait jamais. Heureusement, après quelques jours d'attente, l'éruption sous le glacier tant redouté ne se produit pas. Le magma semble évacuer latéralement et se ferait un chemin jusqu'à la surface, en dehors du glacier. La croûte terrestre se fissure, puis s'ouvre au nord de l'immense calotte blanche. Le magma peut alors jaillir à l'air libre, d'une manière spectaculaire. L'activité de 3 cratères s'est concentrée dans une seule partie pour former un seul grand cratère d'environ un demi-kilomètre de long, avec 3 fontaines très actives et un grand lac de lave ou de magma dans le cratère, qui se déversait ensuite comme une rivière et formait à l'extérieur un vaste champ de lave. À ce stade de l'éruption, les scientifiques ne sont que modérément rassurés. Les risques de débâcle glaciaire et d'inondations géantes semblent s'éloigner,
Cependant, personne ne peut prédire la suite des événements. La lave continue à se déverser depuis la fissure volcanique à la vitesse de 300 mètres cubes par seconde. Un vaste flux qui s'étale dans la plaine en direction du nord, du sud et de l'ouest. Un phénomène nouveau apparaît peu à peu sous l'œil des scientifiques. Le glacier semble s'enfoncer au-dessus du volcan. Aucune fonte n'est observée par ailleurs. Ce phénomène pourrait être la clé qui explique que le pire scénario d'éruption ait été évité. Certains disent que l'enfoncement des blocs au-dessus de la chambre magmatique a poussé le magma depuis la chambre d'une manière latérale. D'autres disent que le jaillissement du magma par la fissure a diminué la pression dans la chambre magmatique au-dessous du volcan central et a provoqué son effondrement. Mais c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. En février, l'éruption finit par s'arrêter. La pression dans le volcan semble s'être évacuée et le magma n'est plus poussé à la surface de la Terre. Au total, le Bardarbunga a craché 85 km² de lave, c'est-à-dire de quoi recouvrir entièrement la ville de Paris sous 5 mètres de lave. Une grosse éruption, proportionnellement bien inférieure à celle d'un passé plus lointain. 1,5 km3, c'est assez gros, mais dans le passé, le même volcan crachait 25 km3 il y a 8400 ans, donc plus proche de la période de la déglaciation. Plus on avance dans le temps, plus on a l'impression qu'un volume de plus en plus petit de magma est produit lors des éruptions. Un lien mystérieux unirait donc déglaciation et activité volcanique et sismique. Robert Muirwood, spécialiste des sciences de la Terre, s'est penché sur cette corrélation. Il y avait une calotte glaciaire géante sur toute l'Europe du Nord, qui faisait 3 km d'épaisseur. Ces grosses masses sont apparues et ont provoqué l'enfoncement de la croûte terrestre. Quand la couche de glace a disparu, la situation s'est inversée. La zone qui supportait le plus de poids est remontée et les zones autour sont descendues. Et ce processus dure depuis des milliers d'années. La Terre est encore en train de s'en remettre aujourd'hui. Les cicatrices de ces déformations sont parfois encore visibles. La Terre est remontée de plusieurs dizaines de mètres aux alentours des anciennes calottes. Heureusement, ce phénomène de rebond post-glaciaire n'a plus les effets dévastateurs d'autrefois. La grosse période de déglaciation s'est produite il y a 15 000 ans. Donc, si vous m'aviez posé la question il y a 15 000 ans, je pense que nous serions en train d'assister à de gros séismes, de grosses éruptions volcaniques, et nous pourrions dire que c'est à cause de la fonte de la calotte glaciaire que nous assistons à toutes ces catastrophes. Mais aujourd'hui, les 10 grandes calottes glaciaires qui existaient il y a 20 000 ans sur notre planète ont disparu. Il ne reste plus qu'une seule au Groenland. Même si celle-ci se mettait à fondre très rapidement, et si nous commencions à avoir beaucoup de séismes dans le voisinage du Groenland, cela n'aurait pas un très grand impact. Les éruptions du Bardarbunga seraient en tout cas moins prolifiques en magma que par le passé. Impossible cependant d'en tirer plus de conclusions pour le futur. Le lien, c'est qu'il y a beaucoup de magma qui s'est créé à la fin de la glaciation et il y a de moins en moins de magma généré parce que la croûte terrestre est encore en train de se remettre après les énormes glaciers qu'il y avait il y a 10 000 ans. Personne ne pourrait vous dire que les éruptions seront plus petites dans le futur parce que personne ne le sait. Ce ne sont que des hypothèses. Malgré ces fontaines de lave très spectaculaires, l'éruption du Bardarbunga a donc été un événement naturel sans dommages ni victimes. Pour poursuivre dans cette série de catastrophes bénignes, une autre éruption, qui aurait pu cependant présenter bien des risques en raison de son voisinage. On regagne quelques degrés en prenant la direction du sud de l'archipel japonais, où le volcan Sakurajima donne des signes de réveil. Explosion. Panache de fumée et de cendres. Ce volcan, installé sur une péninsule habitée par 4000 personnes, fait partie des plus actifs du Japon, avec 500 à 1000 petites éruptions chaque année.
Le problème, c'est que la centrale nucléaire de Sendai, installée à 50 km, vient d'être redémarrée, 4 ans après la tragédie de Fukushima qui avait occasionné l'arrêt de toutes les unités de production du Japon. Le niveau d'alerte éruption a donc été relevé à 4 pour que les habitants soient prêts à évacuer. Après plusieurs semaines de tension, le volcan japonais semble finalement redevenir plus paisible, son cratère principal s'obstruant progressivement avec un bouchon de lave. Là non plus, ni victimes ni dégâts à déplorer, du moins pour le moment. Nul doute que les vulcanologues japonais vont garder à l'œil ce volcan Sakurajima et sa centrale nucléaire dans les prochaines années. Une catastrophe survenue en avril au Chili donne la mesure de ce qui les attend. 6 heures du soir. La journée se termine dans la zone touristique des Grands Lacs, à 50 km de la ville de Puerto Montt. Dans cette région paisible et animée, des bruits souterrains se font soudain entendre. Un mystérieux grondement parcourt les contreforts de la cordillère des Andes. Pas d'autre préavis, pas d'autre signal d'alerte. 15 minutes seulement après les premiers grondements annonciateurs, un volcan en sommeil depuis 40 ans, le Calbuco, éructe un panache de fumée très dense. Il y a très peu de signes précurseurs pour le Calbuco. Il y a une station chilienne d'observation à proximité et ils n'ont remarqué qu'1 heure avant l'éruption un signal qui pouvait être interprété comme une remontée de magma. Toute la cordillère des Andes est très active en termes de volcanisme. C'est une zone de subduction où une plaque océanique de la croûte terrestre s'enfonce sous la plaque de l'Amérique du Sud. Quand la plaque océanique s'enfonce dans la zone de subduction, elle se transforme et toute l'eau est pressée vers les profondeurs, ce qui diminue le point de fonte et provoque la remontée de magma. Cette colonne de fumée provient des gaz sous pression piégés dans le magma à l'intérieur du réservoir du volcan. Poussés vers la sortie avec violence, ils se dépressurisent et prennent du volume en entraînant de très petites particules de lave. Cette colonne est exceptionnellement haute. Elle atteint la limite entre la troposphère et la stratosphère, à 20 km d'altitude. Le plus grand risque, c'est que la colonne de cendres finisse par s'effondrer sur la ville de Puerto Montt et ses 220 000 habitants. Il y a une poussée qui monte et qui se dilue au contact de l'atmosphère. Ça forme un genre de champignon au sommet. Et quand elle ne parvient plus à se tenir, elle s'effondre en nuées ardentes qui dévalent les vallées et les plaines, en transportant des matières très chaudes qui peuvent être très dévastatrices. Heureusement, le vent venu du Pacifique se lève et éloigne le panache en direction de l'est, des montagnes inhabitées. Il se propage jusqu'en Argentine, qui est obligée de fermer son espace aérien. Les cendres sont une menace pour les réacteurs des avions. De très petites particules de moins de 10 micromètres sont très mauvaises à respirer. Les bords sont aiguisés et peuvent déchirer les poumons et le système digestif. Puerto Montt est temporairement sauvée. Par sécurité, une zone de 20 km autour du Calbuco est tout de même évacuée. Après une période d'accalmie, à la tombée de la nuit, nouvelle explosion. L'éruption entre dans une nouvelle phase. Des décharges électrostatiques, en d'autres termes, des éclairs, se déchaînent au-dessus du cratère du Calbuco. Après, il y a eu les éclairs de feu.
C'était très bas. Un nuage impressionnant. On le voyait en pleine nuit. C'était très proche. Un nuage de sable est arrivé, très épais. On pensait que c'était de la grêle qui tombait. L'éruption dure 3 jours et 3 nuits, sans faire aucune victime humaine. En revanche, la désolation est totale dans le paysage. Le volcan a vomi 210 millions de mètres cubes de cendres sur les forêts, les rivières, les plaines et les habitations environnantes. Le lendemain, j'étais un des premiers à arriver dans la zone pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai trouvé le restaurant dans cet état. Il est complètement au sol. 100% du restaurant est perdu. Je suis né et j'ai grandi ici. Et je voudrais continuer à travailler dans ces lieux. Ce sont des accidents de la nature. Ça peut se produire ici ou ailleurs. C'est le destin. Notre garage s'est effondré. Et le toit d'une maison un peu ancienne s'est fracturé et tordu. On a essayé en vain de se procurer du carburant et de la nourriture pour les chiens, parce qu'on n'avait rien emporté avec nous. Et nous n'avons pu rentrer chez nous que le lendemain, pour voir les dommages que la maison avait subis. Ce ne sont pas les projections de lave qui ont posé le plus de problèmes, car elles sont tombées dans un petit périmètre de 5 km autour du volcan. Le vrai péril, ce sont les tonnes de cendres accumulées sur les toits des maisons qui menacent de rompre à tout instant. 6000 personnes ont été évacuées pour éviter qu'elles ne soient prises au piège. Là, il y a environ 1 mètre de cendre qui est tombé. C'est ça qu'on est en train de dégager en ce moment. Cette zone est aussi touristique et ça va poser des problèmes économiques. En ce qui concerne les exploitations, on estime que les cendres ont créé des problèmes assez importants avec les élevages. Les gaz volcaniques peuvent être très riches en fluorine, une substance qui colle aux particules de cendre. Si les animaux en ingèrent beaucoup, cela va attaquer et dissoudre leurs dents et leurs os. Mais le principal reste la chute des toitures des maisons sous le poids des cendres et la pollution de l'eau des sources. Plus une goutte d'eau potable dans les environs. La cendre et le soufre ont contaminé toutes les rivières. La couche de débris volcanique est parfois si épaisse qu'on ne peut plus discerner l'eau. On a un créneau de 4 jours jusqu'à mercredi. Après quoi, la pluie est annoncée. Il faut qu'on se dépêche de nettoyer et de sécuriser les maisons défoncées. La pluie n'est pas à prendre à la légère dans cette zone du Chili. Les nuages chargés de condensation au-dessus du Pacifique Sud sont bloqués par les Andes et peuvent dégénérer en violents orages, en coulées de boue et de cendres mélangées. Après plusieurs mois de recul, les vulcanologues réussissent cependant à modérer l'ampleur de l'éruption du Calbuco. Dans quelques années, on s'en rappellera comme une petite éruption. Elle a été importante pour ceux qui vivent à proximité du volcan, bien sûr. Mais le volume du magma estimé était autour de 0,1 km3, ou à peine plus. L'éruption du volcan chilien n'a pas fait de victimes humaines, mais provoqué 600 millions de dollars de dégâts. Ce qui a été évité au Chili s'est produit en Indonésie. Après 400 ans de sommeil, le volcan Sinabung s'est réveillé il y a 5 ans. Depuis, il traverse des épisodes éruptifs réguliers et impressionnants.
dernier en date a commencé au mois de juin. Sa forme caractéristique, une lave très visqueuse qui s'écoule peu, mais génère d'impressionnantes coulées pyroclastiques. Il s'agit de ces épais nuages de cendres et de particules de lave qui s'élèvent puis s'effondrent sous leur propre poids en dévalant les pentes du volcan. 11 000 personnes sont évacuées et déplacées. Une vraie catastrophe pour les paysans qui n'ont plus accès à leur culture et leurs ressources depuis plusieurs mois. Une personne a trouvé la mort en se rendant dans le périmètre interdit alors que le volcan semblait calme. Les coulées pyroclastiques sont imprévisibles et peuvent s'étendre sur 4 km autour du cratère, causant cette fois 145 millions de dollars de dommages agricoles. On quitte temporairement les colères de la Terre pour s'intéresser aux colères du ciel, qui ont été parmi les plus ravageuses cette année en termes de victimes et de dégâts. Ce n'est pas forcément l'événement le plus impressionnant, mais c'est un de ceux qui ont coûté le plus cher en 2015. Les énormes chutes de neige au nord-est des États-Unis et du Canada ont provoqué au total 3 milliards de dollars de pertes. Une seule victime est à déplorer dans un malheureux accident de luge. Trafic paralysé, activité économique congelée, toit abîmé et jambes cassées en glissant sur des plaques de verglas. Les assurances ont déboursé plus de 2,5 milliards de dollars pour couvrir les dommages occasionnés par les tempêtes de neige prolongées pendant plusieurs semaines. À New York ou dans la région de Boston, plus de 3 mètres de neige sont tombés au total, plongeant les villes et leurs habitants dans une chape blanche et opaque. Moins poétique et plus effrayant, cette année 2015, la saison des cyclones a été particulièrement effrénée dans le Pacifique. La raison principale, le retour d'El Niño, un phénomène climatique qui se produit en moyenne tous les 3 à 7 ans. Un des principaux sujets d'étude pour les prévisionnistes sur le long terme, comme Jacques Richon qui travaille sur la météo du trimestre suivant pour Météo France. Il s'agit d'une anomalie de la température de surface de l'océan dans le Pacifique. Habituellement, c'est ce qu'on voit sur ce schéma, les vents dominants sur le Pacifique sont des alizés qui poussent les eaux de surface les plus chaudes vers l'ouest. Et puis la situation El Niño, où on voit que les zones en rouge se sont décalées vers le centre et l'est du Pacifique. Donc les températures les plus chaudes, autour de 26 à 30 degrés, se retrouvent maintenant beaucoup plus à l'est. La contrepartie côté atmosphère, c'est qu'au-dessus de ces eaux les plus chaudes, il y a aussi les orages les plus violents, la convection, donc les mouvements verticaux les plus forts, et les précipitations les plus fortes. Tous les El Niño ne se valent pas. Et cette année, un phénomène particulièrement fort est annoncé. On est parti pour avoir un El Niño fort, parmi les plus forts des 50 dernières années. On ne sait pas encore si ça va être le record le plus fort, mais en tout cas, on a un Niño qui est vraiment fort cette année. Un El Niño, on va dire classique, ne va pas dépasser 1,5 degré. Celui de 1987-98 est arrivé à 2,3, 2,5 degrés, suivant la région qu'on prend. Aujourd'hui, on en est à 2 degrés, sachant qu'on n'a pas encore atteint le maximum. Résultat, une saison cyclonique exceptionnelle au-dessus du Pacifique. Ouragan, cyclone ou typhon, quels que soient les noms qu'on leur donne en fonction de la zone où elles se produisent, ces tempêtes tourbillonnantes ont battu plusieurs records. Dans les tempêtes tropicales, dès que le vent dépasse ce seuil de 120 km/h, on les passe en catégorie cyclone. En deçà, entre 120 et 60 km/h, c'est une tempête tropicale, et encore en dessous, c'est une dépression tropicale.
Donc en général, on prend en charge en prévision le phénomène dès qu'il atteint le stade de dépression tropicale. On commence à être vigilant sur le phénomène. Et quand il atteint le seuil de tempête tropicale, donc c'est-à-dire 60 km/h, on lui donne un nom qui permettra ensuite de le suivre de manière plus simple. El Niño se manifeste donc par un réchauffement hors du commun des eaux de surface à l'est du Pacifique. Un ingrédient décisif dans la formation d'un des événements les plus retentissants de cette année 2015, l'ouragan Patricia. La zone n'est pas coutumière des ouragans, mais en ce début d'automne, les effets d'El Niño commencent à être forts. Les eaux sont plus chaudes de 2 degrés par rapport aux normales saisonnières, d'après Eric Ghigliardi, climatologue. C'est une zone où il va y avoir quelques cyclones, mais beaucoup moins intenses, et surtout ils vont pas se développer de la même ampleur que celui de Patricia. Patricia est directement lié au fait qu'on a un El Niño en ce moment. Le fait que les eaux soient chaudes à l'est et restent chaudes, c'est la source d'énergie de l'ouragan. Donc il a pu se développer. Alors des sources, des graines d'ouragan, il y en a tout le temps en permanence. Maintenant, le fait qu'il se développe en véritable ouragan de l'ampleur de Patricia ou d'autres sont liés au fait que les conditions océaniques et atmosphériques sont propices au développement. Dans ces conditions particulières se forme un phénomène remarquable. L'ouragan Patricia s'intensifie à une vitesse exceptionnelle. Il passe en seulement 24 heures de tempête tropicale à cyclone de catégorie 5. Théoriquement, ils peuvent se développer jusqu'à une amplitude maximale, qui est celle qu'a atteint Patricia. En général, pour la plupart des ouragans, il y a des phénomènes qui vont venir limiter cette amplification. Des eaux qui vont refroidir, l'arrivée d'un continent, une circulation atmosphérique qui va déstabiliser l'ouragan en altitude. Donc quand on regarde les conditions spécifiques de cet ouragan, il s'est vraiment développé, il n'y avait rien qui l'empêchait d'atteindre son intensité théorique extrême. C'est un ouragan gavé d'énergie qui fonce sur l'Amérique centrale. Patricia enregistre un nouveau record, celui des vitesses de vent dans le nord du Pacifique, avec 265 km/h. La violence de Patricia fait des victimes. 12 personnes trouvent la mort dans des glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes ou à cause des arbres déracinés. Heureusement, le trajet de l'ouragan évite les plus gros centres urbains sur la côte mexicaine. Les autorités ont prévu des mesures de secours pour accueillir près de 260 000 personnes. Au final, seuls 50 000 sont évacués. L'ouragan Patricia s'enfonce à l'intérieur des terres en direction d'un massif montagneux en perdant rapidement de sa puissance. Le coût total des dégâts qu'il a engendrés est estimé à 5 milliards de dollars, soit 20 fois plus que les dégâts imputés à un autre cyclone qui s'est produit en Asie du Sud-Est. En effet, l'évaluation économique des catastrophes est sujette à de fortes variations en fonction du pays où elles se produisent. Le problème avec cette évaluation, c'est que les catastrophes les plus coûteuses se produisent dans les pays les plus riches. Cela fausse donc l'évaluation des dommages en fonction des pays les plus développés. À l'échelle du monde, le même ouragan coûtera plus cher aux États-Unis qu'en Chine, par exemple. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de richesses sur le passage de la tempête. Illustration avec un typhon dévastateur. Copu, aux Philippines, qui a été le plus meurtrier de l'année. Les vents ont atteint une intensité très forte de 210 km/h. Les vastes plaines rizicoles ont été submergées par les inondations dues à la pluie et aux vagues gigantesques. 47 personnes ont perdu la vie aux Philippines. C'est 4 fois plus qu'au Mexique à cause de l'ouragan Patricia. Cependant, les dommages économiques causés dans ce pays en développement ont été 20 fois moins élevés qu'en Amérique du Nord, soit 231 millions de dollars. Pour essayer de comprendre les raisons de l'intensité de ce typhon, il faut se tourner à nouveau vers El Niño. Mais le phénomène concerne normalement les eaux du Pacifique Est et pas de l'Ouest. Les eaux chaudes se déplacent dans l'Est, mais elles restent chaudes à l'Ouest. C'est-à-dire qu'elles vont rester à des températures suffisamment élevées pour que
des ouragans puissent se développer. Donc c'est plutôt une extension de la zone des ouragans auquel on assiste pendant El Niño qu'un déplacement de la zone. Parce que la zone dans laquelle ces ouragans peuvent naître s'étend. Donc il peut y en avoir plus. El Niño est un phénomène qui monte en puissance et en chaleur tout au long de l'année 2015. Il ne peut donc être rendu responsable de toutes les catastrophes naturelles atmosphériques de cette année. L'un des cyclones les plus marquants, Pam au Vanuatu, s'est par exemple produit avant que l'enfant terrible du climat commence à manifester ses premiers effets. Une petite centaine d'îles tropicales entourées de barrières de corail et couvertes de végétation luxuriante. L'archipel du Vanuatu revient régulièrement dans le classement des pays où les gens sont le plus heureux. Pourtant, en mars 2015, le Vanuatu a été frappé par une catastrophe naturelle dont l'ampleur n'avait pas été égalée de mémoire humaine. Le 6 mars, une anomalie barométrique est détectée un peu plus au nord, à la latitude des îles Fidji. Une simple chute de pression pour le moment, mais les services météo sont en alerte. Avant l'avènement de l'ère satellitaire, on pouvait rater des cyclones. Si c'était des cyclones qui naissaient en plein milieu de l'océan et qu'il n'y avait aucun bateau qui pouvait observer ce phénomène, on pouvait rater des cyclones. Bon, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de rater un cyclone. Ensuite, par l'injection des données d'observation dans les modèles, on peut prévoir sa trajectoire, son cycle de vie, son intensité. Et en général, on est plutôt assez bon. En 3 jours, la pression atmosphérique continue de baisser. L'eau de l'océan Pacifique est chaude, plus de 26 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur. Une anomalie de température en surface qui ne peut pas être imputée à El Niño, puisqu'au mois de mars, les effets du phénomène ne sont pas encore perceptibles. On ne va pas parler d'El Niño, mais on va parler d'impact du réchauffement climatique. Un air plus chaud contient plus d'humidité. Donc quand il pleut plus. Et quand il pleut beaucoup plus, comme pendant un ouragan, il pleut vraiment encore beaucoup plus. Donc si vous avez 26 degrés, mais qu'en même temps vous avez le sommet de l'atmosphère qui est également chaud, vous n'aurez pas de développement cyclonique. Il faut qu'il se soit chaud en bas et froid en haut. Ça, c'est la condition pour rendre l'atmosphère instable et propice au développement des cyclones. Ce qui aurait pu n'être qu'un incident du baromètre dégénère en dépression tropicale. Un plafond de plus en plus nuageux, de la pluie et du vent. La dépression s'organise et est requalifiée en cyclone baptisé Pam. Il poursuit son chemin vers le sud, fonçant droit sur l'archipel des Vanuatu. Des vents jusqu'à 250 km/h déferlent sur les îles. Tous les arbres sont secoués, arrachés par la violence du phénomène. L'essentiel des maisons est construit en matériaux naturels, feuilles de palmier, madriers de bois. Ils sont balayés comme des fétus de paille. Meubles, ustensiles et outils sont emportés dans la course du cyclone. Ce qui s'est passé là, c'est un ouragan extrêmement fort. Des ouragans de cette intensité, on n'en connaît pas beaucoup, puisqu'ils arrivent par définition peu. Pam est un cyclone majeur, comme il y a d'autres cyclones majeurs chaque année. Encore une fois, la particularité de Pam, c'est d'avoir touché des zones habitées au maximum de son intensité. Et qui plus est, ce sont des zones habitées avec peu de relief, et donc très vulnérables aux marées de tempête et aux phénomènes de pluie et d'inondation, etc. Pendant 36 heures, Pam reste bloqué à l'intensité maximum de la catégorie 5. Puis après une nuit et une journée d'angoisse totale pour les habitants, Pam poursuit sa route et s'éloigne plus au sud dans l'océan Pacifique, en perdant peu à peu de son intensité.
Un cyclone, c'est un phénomène marin, c'est-à-dire à partir du moment où ça touche terre, son espérance de vie est de quelques heures, voire 24 heures, quoi. Mais il perd toute son énergie. En général, il s'écroule assez rapidement. C'est compliqué parce que les Vanuatu, ce sont des petites îles. Souvent, quand ils passent sur des petites îles, des fois, ils s'affaiblissent un petit peu. Et hop, ils repassent sur l'océan et ils se régénèrent en humidité et ils peuvent redevenir des cyclones très forts. 80% des bâtiments sont détruits. Seules les constructions en dur ont été relativement épargnées. Tout le reste est au sol. À l'intérieur, on écoutait le vent qui soufflait fort. Et tout d'un coup, on a vu le toit de cette maison qui commençait à s'envoler. Le vent avait tordu les tôles du toit et les a déposées sur la route, là-bas. Et puis on a vu les murs de cette maison s'effondrer d'un seul coup. Les secours s'organisent dans les premières heures, avec les moyens du bord et des habitants volontaires, comme Peter, qui travaille dans un centre social. On était 4 ou 5 le 3e jour, et maintenant, nous sommes une centaine de bénévoles, une trentaine d'engins et 6 bateaux qui faisaient le tour des îles alentours à la rencontre des communautés isolées pour leur apporter des médicaments, de l'aide et éventuellement des soins. Il y avait des équipes avec des tronçonneuses, d'autres équipes avec des générateurs sur des camions pour recharger les batteries des habitants et bien sûr des équipes médicales qui ont fait le tour des îles. On a apporté près de 250 000 litres d'eau et 5 tonnes de nourriture. On a fait des kits avec des marteaux et des clous qu'on a laissés aux communautés pour aider les gens à récupérer leurs matériaux de construction et rebâtir comme ils pouvaient. Les hélicoptères prennent ensuite le relais. Vu du ciel, on comprend facilement les dégâts infligés. Les maisons n'ont plus de toit. Les arbres tropicaux qui gardent habituellement leurs feuilles toute l'année sont complètement dépouillés. Tout a été arraché par le cyclone. Il y avait du mouvement au sol. Les gens agitaient des drapeaux blancs pour essayer d'attirer mon attention pour que je me pose. Plusieurs groupes avaient mis le feu dans des champs pour dessiner un H comme Help ou hélicoptère. Quand les autorités parviennent à rétablir le contact avec toutes les îles, un premier bilan peut être effectué. 16 morts et 132 000 personnes touchées par ce violent cyclone. Les infirmiers de l'hôpital de Tanna sont encore sous le choc, même s'ils étaient préparés depuis plusieurs jours à l'arrivée de la tempête. Il y a un système d'alerte qui a bien marché et rapidement. On a reçu des messages d'alerte sur nos téléphones et la plupart d'entre nous s'étaient préparés. Mais malgré tout cela, on ne s'attendait pas à un cyclone d'une telle magnitude. Vous voyez le métal de ces fenêtres? Il est très solide. C'est de l'acier galvanisé. Mais avec toutes les vibrations dues au vent, les fenêtres et les persiennes ont été arrachées. Ce qui est exceptionnel au Vanuatu, c'est la rapidité avec laquelle les secours s'organisent. Débrouillards et solidaires, les habitants commencent à reconstruire sans attendre l'aide internationale. Qui dit maison légère dit maison fragile, mais aussi maison rapide à rebâtir. Dès les premiers jours, les constructions se redressent sur les îles. Maintenant, on reconstruit nos maisons. J'ai préparé à manger et demandé à mes cousins de venir m'aider à fabriquer les parpaings pour pouvoir reconstruire nos maisons. Et ouais, on fait nous-mêmes les parpaings. Mais la reconstruction très rapide ne doit pas cacher les conséquences sérieuses sur le long terme. 500 millions de dollars de dégâts et des problèmes sanitaires qui ne vont pas tarder à émerger. Le capitaine Benjamin, responsable des premiers secours, est préoccupé. Aujourd'hui, on va sur une île juste à côté de l'île principale Efate, dans un village avec environ 160 personnes qui n'ont pas vu un médecin depuis la catastrophe. On voit surtout des blessures infectées et des infections gastro-intestinales. On essaye de les traiter et de les soigner dans les villages pour leur éviter de se rendre à l'hôpital. Les hôpitaux locaux sont déjà complètement débordés. On essaie donc de soigner un maximum de personnes à domicile pour éviter d'engorger les hôpitaux et leur permettre de continuer à tourner efficacement. Les Vanuatu ont intérêt à reconstruire rapidement.
Ils ne sont pas au cœur de la zone la plus cyclonique du Pacifique, mais de tels épisodes pourraient être à redouter selon les chercheurs en raison du réchauffement climatique. Dans le futur, les eaux de surface vont être plus chaudes et l'intensité des tempêtes est directement liée à la température des eaux qu'elles traversent. Dans les prévisions sur les comportements des ouragans et des typhons dans le futur, il y a beaucoup d'études qui ne sont pas toutes d'accord d'ailleurs. Mais elles suggèrent toutes que les tempêtes pourraient être moins nombreuses, mais plus intenses. Et si le réchauffement climatique se combinait avec un El Niño très fort? Les effets de l'un et de l'autre seraient-ils démultipliés? C'est un scénario sur lequel la science n'a pas encore suffisamment de recul, mais qui fait l'objet de nombreuses recherches. Le réchauffement climatique amplifie, c'est-à-dire pas que pour El Niño, pour l'ensemble de la planète, amplifie les phénomènes extrêmes qui existent de façon naturelle. Là, c'est la conjonction du réchauffement climatique, où chaque année ça se réchauffe un peu plus, et d'El Niño. On a vu qu'El Niño, affecte un quart de la surface de la planète. Donc quand il y a 1 degré de réchauffement d'El Niño, il y a 0,1 degré en plus au niveau global. Pour achever ce tour d'horizon des dérèglements climatiques, il faut ajouter aux phénomènes très médiatisés comme El Niño ou le réchauffement planétaire d'autres explications météorologiques, plus mystérieuses, moins connues, mais dont l'impact a été cette année significatif. C'est l'une des catastrophes naturelles les plus longues et les plus coûteuses en 2015. Direction la côte sud-ouest des États-Unis, en Californie, où un épisode de sécheresse dure depuis plusieurs années. Et cet été, il semble en passe de dégénérer. La végétation est extrêmement sèche. Les réserves d'eau sont au plus bas. Le soleil brille implacablement. Des ingrédients hautement inflammables pour embraser les grandes forêts de conifères et de feuillus. Chaque année, les États du sud-ouest des États-Unis sont victimes de ces incendies. Mais en 2015, ils prennent des proportions inégalées. Les feux se déclenchent simultanément aux 4 coins de la Californie, mais aussi dans l'État de Washington, dans l'Oregon, dans l'Utah et dans le Montana. Jusqu'à 30 foyers se consument au même moment en plein cœur de l'été, mobilisant 11 000 pompiers à travers le pays. La sécheresse a été provoquée depuis l'hiver dernier par un système météo figé qui empêchait les tempêtes d'arriver en Californie. Les pluies ont lieu presque entièrement en hiver en Californie. Et ces dernières années, les modèles météo empêchaient les tempêtes d'arriver. C'est un phénomène météorologique peu connu qui est responsable notamment de la sécheresse sur les côtes californiennes. L'oscillation décennale du Pacifique. Il s'agit d'un refroidissement anormal des eaux de surface du Pacifique qui repousse les eaux chaudes vers le nord et le sud. El Niño, c'est un phénomène qui revient de manière épisodique tous les 2 à 7 ans. Là, on est sur des phénomènes qui oscillent à l'échelle de la dizaine d'années et qui apportent une anomalie de température positive le long des côtes de l'Amérique du Nord. Sur ce schéma, on voit les anomalies de température dans le nord du Pacifique. On a toute une zone d'anomalies, dont des anomalies très très fortes le long des côtes de la Californie et de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est un phénomène qui oscille sur des échelles beaucoup plus longues, donc à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, et qui a commencé début 2014. S'il faut attribuer la sécheresse à un phénomène climatique de grande échelle, c'est plutôt à ce phénomène-là, qui vient se conjuguer maintenant avec le Niño qui se développe. L'oscillation décennale du Pacifique se déroule sur un cycle de 20 à 30 ans environ, et ses interactions avec El Niño sont encore très mal connues. Les scientifiques peuvent seulement constater que les effets de ces mécanismes climatiques à grande échelle se combinent parfois, comme cette année. En fait, c'est une bonne illustration. À tous les endroits de la planète, il y a ces variations à différentes fréquences. On a le cycle diurne, l'alternance jour-nuit, on va avoir la météo, quelques jours, on va avoir les saisons.
Et on a aussi maintenant d'une année sur l'autre, El Niño, d'une décennie sur l'autre. Donc en fait, à chaque point de la Terre, les variations qu'on a sont liées à tous ces effets qu'on comprend maintenant de mieux en mieux. On a le réchauffement climatique et la carte de fond, ce qui fait que la Californie, c'est une région méditerranéenne, donc d'endroits où il pleut déjà pas beaucoup. Et donc ce que les projections montrent dans le futur, encore une fois, si on ne fait rien, c'est que ces régions-là ont encore moins d'eau. Là-dessus se superpose cette variation décennale. Il y a en ce moment des eaux plutôt chaudes au large de la Californie et dans le Pacifique Nord, qui sont là depuis quelques années, qui renforcent cet effet-là. Et maintenant, El Niño qui va venir, là, au contraire, apporter des précipitations. L'oscillation décennale du Pacifique va donc se poursuivre sur plusieurs années. Mais ses répercussions sont en train de s'effacer au profit de celle d'El Niño, qui prend de plus en plus d'ampleur. Cet hiver, on prévoit au contraire beaucoup de précipitations en Californie, et cela pourrait mettre un terme à cette sécheresse. On ignore si un seul hiver humide suffira à restaurer les niveaux d'eau, mais toutes les prévisions s'accordent sur un hiver très pluvieux en Californie. Le bilan de ces feux est catastrophique. C'est la plus terrible saison sèche depuis 10 ans aux États-Unis. 31 600 km² ont brûlé dans différents États au sud et à l'ouest du pays. L'équivalent de la surface de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, partie en fumée en quelques mois. 6 personnes ont trouvé la mort dans les flammes, dont 2 pompiers. 17 000 habitants ont dû être déplacés pour éviter qu'ils ne soient pris au piège dans les incendies. Les pertes économiques sont estimées à 3 milliards de dollars, un très lourd tribut pour cet État riche. C'est donc le deuxième cataclysme le plus grave de cette année 2015. Juste avant celui qui s'est produit au Népal. Enclavé entre l'Inde et la Chine, le Népal. Un petit pays montagneux, grand comme un quart de la France, avec toutefois l'équivalent de la moitié de la population française, dont 1 million d'habitants vit dans la capitale, Katmandou. Le Népal fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde. La population est installée à proximité des cours d'eau et déforeste massivement pour le bois de chauffage et cultiver du riz. Dans les régions montagneuses, aucun arbre ne retient plus alors les blocs de pierre au-dessus des villages qui bourdonnent au rythme du petit commerce. Selon la religion hindouiste dominante, les Népalais célèbrent dans les temples millénaires le rythme du monde. Une danse composée de périodes de création, de conservation et de destruction. Une danse sans fin. Et la science ne les contredit pas. Les géologues comme Jan Klinger retracent l'origine mouvementée du Népal. La tectonique des plaques dans cette région, ça veut dire que l'Inde monte à une vitesse de 4 cm par an. Les plaques de la croûte terrestre, elles sont un peu coincées, donc elles se déforment difficilement. Et cette convergence des deux plaques induit de la déformation de la plaque supérieure, la plaque eurasienne. Et donc on fabrique des chaînes de montagnes. On comprime la croûte terrestre et on fabrique des reliefs. En fait, les deux plaques, elles frottent, elles sont coincées. Donc pendant que ça pousse derrière, là, ici, ça coince, ça s'accumule. Et à un moment, la croûte dépasse le seuil de résistance et lâche. Et donc là, on produit un tremblement de terre qui permet le relâchement de la tension accumulée sur les plaques, des forces. Et ça produit le tremblement de terre. Le dernier séisme géant au Népal remonte à 1934, 8,3 sur l'échelle de Richter. En 2014, Jan Klinger et son équipe publient une étude selon laquelle le séisme de 1934 serait annonciateur d'un autre séisme imminent sur cette faille. L'histoire va leur donner raison. Le 25 avril 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter frappe le Népal sur plus de 200 km, de part et d'autre de la capitale Katmandou.
je mets tant d'énergie dans le système, un séisme de magnitude 7 ou de magnitude 8 va libérer à peu près autant. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on a libéré, où est-ce qu'on n'a pas libéré, donc quelles sont les zones qui ont besoin de libérer, quelles sont les zones qui ont moins besoin de libérer. En faisant ce travail, on avait effectivement pointé la zone qui a rompu comme étant une des zones qui était prête à rompre. Jean-Louis Munier est également géologue. Il s'est rendu au Népal juste après le séisme pour positionner des récepteurs GPS afin de mesurer d'éventuels nouveaux mouvements du sol. Certaines zones de l'Himalaya, comme la zone juste au nord de Katmandou, est montée de presque d'1 mètre en à peu près 1 minute, en fait, puisque le tremblement de terre a une durée de l'ordre de la minute. Dans d'autres zones, paradoxalement, l'Himalaya est un peu descendu. Par exemple, les plus hauts sommets de l'Himalaya sont momentanément descendus un petit peu. Le séisme cause directement la mort de plus de 8000 personnes. Si ce tremblement de terre était envisageable par les géologues, impossible en revanche de prédire avec précision son arrivée. La façon dont on a procédé, c'est effectivement de regarder les séismes historiques, d'essayer de comprendre la taille de ces séismes historiques au vu des destructions. Les séismes catastrophiques, donc de magnitude 8 ou plus, ont des temps de retour qui sont probablement de plusieurs centaines d'années. Pas loin de 700-800 ans, pour ce qu'on en comprend. Mais par-dessus ça, vous venez rajouter des séismes qui cassent que de façon partielle et qui, eux, reviennent par-dessus ce cycle. Au-dessus de l'épicentre, les villages de pierre sont totalement rasés par la violence du choc qui tue une centaine d'habitants. Les survivants sont réduits à l'errance. Je m'appelle Kanji Gurung et j'ai tout perdu, ma maison et même mon école. Quand la terre a tremblé, je préparais la fête de la pleine lune. Je faisais chauffer comme maintenant de l'alcool de riz à la myrrhe, qu'on appelle ici le rakshi. Autour de moi, dans le village, tout a brûlé, tout s'est écroulé. On a eu peur des répliques, alors on s'est réfugié dans les champs. Après le tremblement de terre, on est resté 3 jours dans les champs avec les animaux, sans manger. Heureusement, des amis des autres villages sont arrivés avec des habits et de la nourriture. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Mais il faut bien continuer à vivre. Maintenant, on vit là-haut, dans les pâturages, dans un camp de maisons construites à la hâte avec des bâches. Ce ne sont que des abris temporaires, mais je ne sais pas où nous habiterons demain. Le séisme de 2015 a été une catastrophe au Népal, mais en même temps, c'est qu'il s'est produit un samedi, un jour de beau temps, en fin de matinée, alors que toutes les populations rurales étaient au champ, que les enfants n'étaient pas en classe, mais étaient plutôt en train de jouer dehors. Ce séisme se serait produit dans la nuit ou un jour où les enfants étaient à l'école, il aurait été beaucoup plus catastrophique. Dans les jours qui ont suivi, plus d'une centaine de petites répliques ont secoué le Népal, dont un fort séisme 7,3 sur l'échelle de Richter. Une autre menace guette désormais les villages. L'arrivée de la mousson.
La pluie tombe, sans discontinu. L'eau est inexorablement attirée vers le centre de la Terre. Tant qu'elle ruisselle en surface, elle ne fait que raviner les sols et transforme les routes en bourbiers. Mais quand les eaux de pluie s'engouffrent dans les brèches ouvertes par le tremblement de terre, elles provoquent d'importants glissements de terrain. Et à l'échelle du Népal, un glissement de terrain, c'est un pan entier de montagnes qui s'effondrent. Juste avant la mousson, vous avez secoué la bassine, si je puis me permettre. Et donc, vous avez un certain nombre de pentes qui sont potentiellement déstabilisées. Et quand vous chargez le système avec de l'eau, c'est-à-dire que d'abord vous alourdissez le matériel, vous allez ouvrir les fissures parce que vous mettez de l'eau dedans. Vous allez provoquer des glissements de terrain qui, sinon, auraient probablement eu lieu, mais auraient été étalés dans le temps. En fait, durant la mousson, comme la lame d'eau qui tombe sur l'Himalaya est de plusieurs mètres, il y a une masse énorme d'eau qui se dépose sur la chaîne himalayenne et elle crée des petits séismes qu'on peut instrumenter. Mais c'est des petits séismes qui n'ont pas du tout la même magnitude que les grands séismes himalayens. Ce village a été littéralement balayé par un glissement de terrain et noyé sous une coulée de boue. 24 morts s'ajoutent aux victimes du tremblement de terre, dont le nombre a été porté à 9000. Ça, c'était ma maison. Les pluies ont tout emporté. Et à 1h du matin, il pleuvait très fort et le terrain a glissé. Ensuite, le glissement de terrain a entraîné la chute de 13 maisons. Un groupe de 25 personnes a tenté d'aider quelqu'un dont la maison était ensevelie. Mais ils n'ont pas pu entrer. Pas de répit possible pour les villageois. La période de la mousson est la saison la plus prolifique pour l'agriculture, à condition que les terrains ne s'effondrent pas en emportant bêtes et cultures. En aval, quels ont été les dégâts provoqués à Katmandou, la capitale surpeuplée du Népal? 1 million d'habitants installés dans une cuvette sur les dépôts argileux d'un lac préhistorique. L'amplitude des ondes sismiques augmente en traversant l'interface roche dure, sol argileux. Les maisons traditionnelles en briques ou en pierre n'ont pas résisté aux secousses. Seules les habitations récentes en béton armé sont encore debout, pour peu que les ferraillages relient murs et planchers porteurs. Dans le cas contraire, les étages inférieurs qui portent tout le poids du bâtiment s'effondrent. Si vous allez sur le terrain au Népal, j'y suis allé juste après, toutes les maisons, loin de là, n'étaient pas par terre, mais la plupart étaient fortement endommagées, et donc allaient s'effondrer, en tout cas n'étaient plus utilisables. Elles ne s'effondrent pas le jour du tremblement de terre, mais elles sont fissurées, fracturées, puis elles attendent un petit quelque chose de plus pour s'effondrer. Au total, le séisme a provoqué 10 milliards de dollars de destruction, soit la moitié du PIB du pays. Un coût exorbitant pour le Népal. Pour chercher des survivants dans ces décombres, les secouristes risquent leur vie. Ils recréent des accès dans les planchers qui menacent de s'effondrer à tout moment. En intervenant dans les jours qui suivent le séisme, les secouristes sauvent la vie de centaines de victimes. Pour ces survivants, le tremblement reste un traumatisme. C'est extrêmement difficile de raconter ce séisme avec des mots. J'étais dehors quand ça s'est produit. Et le premier tremblement venait de l'ouest en direction de l'est. Mon portail a été secoué d'au moins 1 mètre à l'est, puis à l'ouest. Ma femme, mes enfants et ma mère étaient à l'intérieur de la maison. J'ai essayé de rentrer, mais la porte tremblait tellement que je ne pouvais absolument pas l'ouvrir.
La rue au dehors est pavée de petites tuiles. Il y a eu un vrombissement comme si un serpent monstrueux avançait sous mes pieds. Je crois que c'était un des moments les plus effrayants de ma vie. J'ai pensé que j'étais mort. Selon la philosophie hindouiste, les séismes incarnent ce troisième et terrible pas de la danse du monde. Construction, conservation, destruction. Parmi tous les cataclysmes naturels, le séisme est le plus compliqué à prévoir. On sait qu'il est inéluctable, mais rien ne permet aujourd'hui de l'anticiper. Pour le volcanisme, on sait qu'il y a certains signes annonciateurs qu'on est capable de mesurer. Par exemple, des petits séismes qui se produisent quand le magma est en train de monter dans la chambre. Aujourd'hui, pour les séismes, on ne connaît pas de signes précurseurs. Seule certitude, les mesures effectuées sur le terrain par l'équipe de Jean-Louis Munier révèlent qu'une partie de la force accumulée entre les deux plaques n'a pas été relâchée. Le séisme comme celui de cette année, il n'a pas tout donné, ça on est déjà sûr, parce que nos études montrent qu'il a glissé sur une partie, entre le nord de la chaîne jusqu'à Katmandou, et entre Katmandou et la plaine, en fait, le chevauchement est resté bloqué. Un deuxième séisme pourrait donc se produire, avec des conséquences potentiellement encore plus catastrophiques. Si on imagine que Bama représente la plaque indienne qui s'enfonce, ici on a la trace du contact à la surface, c'est-à-dire ça c'est l'Inde, ça c'est ce qui est dessous. Et le séisme qui a rompu en 2015, c'est une section assez profonde déjà. Ce qui reste à casser aujourd'hui, au moins pour cette partie du front, c'est la partie qui vient de l'endroit qui a cassé jusqu'à la surface. Et ça fait encore 100 km. On pourrait s'attendre à avoir un autre séisme important avec des conséquences, oui, très destructives. Entre quelques mois et quelques années, nul ne peut le prédire. Mais les regards de la communauté scientifique restent fixés sur le Népal en prévision de cette réplique annoncée. Malgré cette compilation terrifiante de colère du ciel et de la terre, le bilan de cette année 2015 est-il particulièrement édifiant en termes de catastrophes naturelles? Pas forcément. En tout cas sur le plan économique, d'après Robert Muirwood, qui modélise les risques pour les compagnies d'assurance. On peut mesurer le coût total planétaire des catastrophes naturelles en estimant les pertes. C'est probablement autour d'une centaine de milliards d'euros tout ensemble, ou dans cet ordre d'idées. Les catastrophes naturelles ont bel et bien un impact économique. Ça, c'est juste pour une année moyenne. Et je ne sais pas encore pour cette année. Mais je pense que nous serons en dessous de cette moyenne. Dans des lieux comme Taïwan, par exemple, il y a beaucoup d'assurances. Et il y a eu des pertes cette année. Mais il y a très peu d'assurances au Népal, par exemple, parce que c'est un pays pauvre. Donc, globalement, cette année a été très calme en termes de risque d'assurance. Même son de cloche du côté des spécialistes des volcans. À l'heure du bilan, malgré quelques épisodes spectaculaires, 2015 n'a pas défrayé la chronique. C'était une année assez calme. Il y a eu le Kalbuko et le Bardabunga qui a terminé son éruption. Ça a donné un peu de temps aux scientifiques pour analyser toutes les données qu'ils avaient accumulées. C'est une très bonne année quand il ne se passe pas grand-chose. Enfin, pour les cyclones, le bilan de cette année 2015 est plus mitigé en fonction des zones géographiques. Au niveau mondial, le nombre des cyclones tropicaux est assez stable, avec environ 80 systèmes par an. En revanche, sur l'Atlantique, l'année 2015 a été particulièrement calme, si on se réfère à l'ordre alphabétique utilisé pour nommer les cyclones qui apparaissent l'un après l'autre. Quand il y a un Niño, donc avec des anomalies de température chaude dans l'est du Pacifique, en général, l'activité cyclonique sur l'Atlantique est affaiblie. À titre d'exemple, l'année 2005, qui était une année record, on a été jusqu'à Z, et puis une fois arrivé à Z, on attaque les lettres de l'alphabet,
alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Alors je crois qu'on est allé jusqu'à... Enfin, on a eu 31 phénomènes dans l'année 2005, ce qui est un record absolu. Puisqu'en moyenne, on a une dizaine dans l'Atlantique de phénomènes. Donc l'année 2005 a été... Voilà, c'est pour vous donner une fourchette. Hein. Aujourd'hui, on est à J, et en 2005, on a attaqué les lettres de l'alphabet grec. Ce calme apparent ne doit pas endormir la vigilance des scientifiques. En effet, El Niño est loin d'avoir dit son dernier mot. C'est autour de Noël que le phénomène surnommé El Niño, comme l'enfant Jésus, donne toute sa mesure. C'est normal que pour l'instant, on n'ait pas eu des anomalies très marquées au niveau climatique mondial. Le Niño est en phase de croissance, en fait, et on atteindra le maximum aux alentours de Noël. Donc le début de l'année 2015, on avait une très faible anomalie de température sur l'océan Pacifique. Et la phase de croissance, c'est seulement maintenant. Et les conséquences à venir d'El Niño ne se limiteraient pas au seul Pacifique. Ce mécanisme météorologique est l'un des plus puissants moteurs de changement du climat mondial. C'est pas du tout aussi localisé qu'il pourrait y paraître vu de l'Europe, en fait. C'est que, au niveau des tropiques, on a déjà la moitié de la surface du globe qui se trouve entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. En plus, l'océan Pacifique, c'est vraiment un monstre au niveau océan sur la planète. Puisqu'on a 17 000 km des côtes de l'Amérique du Sud jusqu'aux Philippines de l'autre côté. Pluies diluviennes, sécheresse. De vrais dérèglements pourraient affecter notre planète dans les mois à venir. Parfois à des milliers de kilomètres de la zone où l'anomalie climatique a commencé. Il va y avoir des énormes inondations sur la côte du Pérou et de la Bolivie, par exemple, alors qu'une sécheresse va sévir dans le nord-est du Brésil, ou encore une autre en Australie. La corrélation de ces événements est clairement due à El Niño. Il y a beaucoup de phénomènes qui en sont liés, et on peut s'attendre à de nombreux autres dans les prochains mois. Le dernier El Niño record s'est produit en 97-98. Avec 2,7 degrés par rapport à la normale. Les dégâts qu'il avait provoqués ont été estimés à 33 milliards de dollars. Fin 2015, El Niño frôle déjà la barre des 3 degrés, ce qui permet aux climatologues d'entrevoir les grandes tendances météorologiques à venir. 2015 et 2016, une grande certitude, vont être des années records de chaleur. Par contre, 2017 sera froid, puisqu'en général, après El Niño, il y a La Niña, qui est un refroidissement du Pacifique, qui est un peu le retour de balancier. Par contre, sur les canicules, si on prend les canicules en France, là, on est à peu près certain que sans réduire le réchauffement climatique en cours, on va vers plus de canicules. Aujourd'hui, on a 2 à 3 jours de canicules par an en France. On va arriver à 20 à 30 jours de canicules par an. Et ça, on a assez confiance. Au niveau des tempêtes et de leur impact de précipitation, aujourd'hui, la recherche n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir le dire de façon certaine. Ce scénario climatique est encore toutefois modifiable, à condition de prendre d'importantes décisions politiques pour modifier le niveau des émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement. Malgré un grand nombre de catastrophes naturelles, 2015 n'a pas été aussi dramatique qu'on pourrait le croire. Certains événements imprévisibles, comme le tremblement de terre au Népal, ont gravement marqué l'année. D'autres, plus faciles à surveiller, comme le volcanisme, sont à peu près restés sous contrôle. En revanche, au niveau météorologique, toutes les conditions étaient réunies pour en faire une année explosive. El Niño record, réchauffement climatique et oscillation décennale du Pacifique se sont combinés pour faire grimper le thermomètre et détraquer pluie et sécheresse. Attention, ces phénomènes n'ont pas dit leur dernier mot et 2016 pourrait bien commencer en fanfare.
2016 a marqué la fin de l'événement El Niño, un des plus puissants jamais enregistrés. Il a provoqué des crues sans précédent en Amérique du Sud. Sans lien direct, de terribles inondations se produisirent en Europe du Nord. Mais cela allait changer du tout au tout quelques mois plus tard, alors que la planète connaissait le mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés. Des sécheresses extrêmes dans plusieurs régions du globe firent naître de graves feux de forêt. Les températures élevées à la surface des océans alimentèrent de violentes tempêtes dans l'Atlantique et le Pacifique. Pour la première fois, nous avons subi sur l'Atlantique 2 violents ouragans en même temps, ce qui ne s'était jamais vu. Nous pouvons prévoir ces tempêtes, mais il nous est toujours impossible d'anticiper l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières sur Terre, le tremblement de terre. Nous avons constaté de nombreuses catastrophes moyennes qui sont susceptibles de coûter des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Utilisant des images tournées par des professionnels dans le feu de l'action, ce film présente les principales catastrophes naturelles survenues en 2016, des moins funestes aux plus tragiques. Dans le sud de la France, l'été 2016 restera dans les mémoires comme la saison la plus sèche jamais enregistrée. La pluviométrie est la plus faible relevée depuis 1950, avec en juillet et août seulement 60 mm d'eau tombée en moyenne. En Provence, ce chiffre est nul. Pas une goutte de pluie n'est tombée pendant l'été. Conséquence, les lacs de la région, véritable oasis pour les hommes et les animaux, n'ont plus été alimentés par les rivières et les cours d'eau desséchés. Voici à quoi ces mêmes rivières ressemblaient au mois d'août 2015. Cette pénurie en eau, conjuguée à de très fortes chaleurs, fait drastiquement baisser les niveaux d'humidité dans le sol. Preuve en est la situation du lac de Besse-sur-Issole dans le Var, qui pour la première fois de son histoire s'est retrouvé complètement à sec. Ou presque. Voici à quoi le lac devrait ressembler, et voici ce qu'il est devenu à l'été 2016. La végétation, stressée et desséchée par ces conditions extrêmes, est fragilisée. À la moindre petite étincelle, elle s'enflamme. Pire, un ingrédient fatal vient parfois s'ajouter à la liste des agressions, le vent. Plus connu localement sous le nom de Mistral, ce vent violent assèche l'air ambiant. Le Mistral attise le feu dans des proportions inimaginables. Des flammes de plusieurs dizaines de mètres carbonisent instantanément arbres et plantes et coupent les routes. Le 10 août, 1500 pompiers furent appelés pour combattre un immense feu près de Vitrolles, aux portes de Marseille. Ils se battirent au sol et dans les airs.
Mais la nuit, impossible pour les Canadaires de se repérer et donc de voler à vue. Seules les divisions de pompiers au sol peuvent continuer le combat. En première ligne, les rafales de vent poussent les flammes à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par heure. La chaleur est telle que même les racines des plantes sont réduites en cendres. Au total, 2016 restera une année record sur le front des incendies. Le bilan est lourd. 355 départs de feu et près de 5000 hectares brûlés rien que dans le département des Bouches-du-Rhône. Aucune victime n'est à déplorer, mais le coût total des dommages n'est pas loin d'atteindre les 3 millions d'euros. Conséquence indirecte, le potentiel de croissance des arbres survivants est affaibli pendant plusieurs années. Infestés par les insectes, soumis aux aléas climatiques, certains finiront par périr des mois après l'incendie. Ils laisseront la place aux pins. Mais dans certains endroits, la fréquence des feux empêche les pins de parvenir à maturité sexuelle. Les arbres disparaissent progressivement, remplacés par une végétation de garrigues. Ces surfaces brûlées restent cependant dérisoires, en comparaison de celles ravagées par le gigantesque incendie qui a frappé la région de Fort McMurray, au Canada, au mois de mai. Le feu a démarré au sud-ouest de Fort McMurray le 1er mai. Mais le 3, il avait déjà dévasté la communauté et faisait rage sur l'autoroute 63, forçant des dizaines de milliers de personnes à évacuer les lieux en urgence. Ce fut la plus importante évacuation due à un incendie de toute l'histoire de l'État d'Alberta. L'incendie devint si important qu'il se transforma en véritable tempête, avec foudre et vent violent. Près de 600 000 hectares de forêt et environ 2500 habitations partirent en fumée. De façon assez incroyable, il n'y eut aucune victime directe du feu. Mais à ce jour, cet incendie reste la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Canada, avec un montant de dommages assurés atteignant les 4,7 milliards de dollars. Une telle catastrophe est-elle directement liée au réchauffement climatique ? Si la saison sèche dure plus longtemps, en particulier après un hiver pluvieux et que la végétation fournit un bon combustible, on peut avoir de gros feux de forêt. Et quand le vent dépasse une certaine vitesse, il n'y a rien que vous puissiez faire pour stopper un incendie. On a connu cette situation en Californie il y a quelques années. On a vu ça en Grèce, au Portugal, dans le sud de la France. On a vu ça au printemps dernier au Canada. Vous n'avez simplement qu'à attendre que le vent change de direction ou bien qu'il fasse refluer le feu pour l'éteindre. C'est ce que nous avons connu cette année. Et il faut s'attendre à de plus en plus d'événements de ce type, particulièrement sur le pourtour méditerranéen qui se réchauffe et s'assèche de plus en plus. Dans l'hémisphère sud, le climat a également provoqué une catastrophe d'ampleur inhabituelle. Plus précisément à Asunción, la capitale du Paraguay qui s'étend sur les rives du fleuve du même nom. Depuis décembre 2015, des pluies diluviennes se sont abattues sur les bassins versants du fleuve Paraguay. Et de fortes précipitations, entraînées par un puissant El Niño, font monter le niveau des cours d'eau au Paraguay, en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Mais qu'est-ce exactement qu'El Niño ? L'événement El Niño, qui doit son nom à la période à laquelle il arrive et qui correspond un peu à Noël et le nom de Jésus-Christ en espagnol, El Niño.
Ce phénomène cyclique commence quand les eaux chaudes de l'océan Pacifique occidental tropical se déplacent vers l'est, le long de l'équateur, en direction des côtes d'Amérique du Sud. Les eaux de surface chaude du Pacifique restent alors près des côtes. L'augmentation de ces températures dans l'est du bassin pacifique décale l'activité des pluies dans l'est du bassin, donc donne des anomalies de pluie et peut donner des événements très pluvieux accompagnés d'inondations sur la côte est de l'Amérique du Sud. Début janvier, à Asunción, les crues ont contraint plus de 150 000 personnes à abandonner leur foyer. À différents endroits, la capitale a connu de graves inondations depuis le mois de novembre. À la mi-décembre, le niveau du fleuve Paraguay avait déjà atteint 6,50 mètres, son plus haut niveau de toute l'année, largement supérieur au seuil déjà critique de 5,50 mètres. Beaucoup redoutaient le pire. Des milliers de personnes ont été évacuées des quartiers situés le long de la rivière quand le niveau du fleuve a atteint les 7,84 mètres le 7 janvier. Chaque fois, la crue est plus intense. C'est un lieu où le fleuve grandit sans cesse. Et dernièrement, il est devenu incontrôlable. En décembre, je n'ai pas pu venir jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour venir, pour mon père. Vous voyez, ce n'est pas facile d'accès. C'est courant. C'est une zone extrêmement inondable. Et c'est de pire en pire à cause de la pluie venant du Brésil, d'Argentine. C'est violent, car cela implique beaucoup de sacrifices. Les gens pensent toujours que c'est la dernière fois. Cependant, cela se reproduit toujours. L'histoire se répète. Les gens se mettent à reconstruire, et ils ont à peine le temps de finir que cela recommence, et tout est emporté. Mon père a toute sa vie ici, ses animaux, sa famille. Il ne veut pas partir. Près de 6 000 familles ont été touchées dans les premières semaines de décembre. Après que le niveau du fleuve a franchi la barre des 7 mètres, le nombre des victimes a doublé. 13 000 familles furent victimes des inondations, la plupart d'entre elles originaires de Los Bañados, le quartier pauvre de la ville, situé tout proche du fleuve. Le gouvernement paraguayen déclara l'état d'urgence à Asunción ainsi que dans 7 autres régions du pays pareillement affectées. Le phénomène El Niño se produit de manière aléatoire, à peu près tous les 2 à 7 ans et dure de 12 à 18 mois, engendrant des risques répétés d'inondations dans les zones exposées et la menace d'épidémies de choléra et de paludisme. L'eau n'est pas allée jusqu'à la maison. Elle est d'abord montée petit à petit, et puis c'est venu d'un coup. Ça s'est passé comme ça en 74 ou 75. Cette année, nous avons été inondés 2 fois. L'eau est montée jusqu'au mur. La marque est arrivée quasiment à 9 mètres. Nous sommes prêts à rester parce que j'aime ma vie ici. Le problème, c'est la salle de bain, la lumière et les maladies. Pas moins de 200 pylônes électriques ont été détruits par les pluies torrentielles, laissant des milliers de foyers sans électricité. 4 personnes ont trouvé la mort victimes de chutes d'arbres, dans ce qui fut considéré comme les pires inondations depuis un demi-siècle. Le montant total des dégâts est estimé à 3,5 millions de dollars. Quelques mois plus tard, c'est encore un phénomène météorologique exceptionnel qui s'est produit en Europe.
En mai 2016, un système de haute pression était stationnaire au-dessus de l'Europe septentrionale, entraînant un temps sec et beau, pendant que tout le cœur de l'Europe était sous le couvert de basse pression, elles aussi stationnaires. Cela provoqua des pluies. Beaucoup de pluie. De violentes averses, fin mai et début juin, causèrent de sérieux problèmes sur tout le nord de l'Europe, en particulier en France et en Allemagne. En France, ce sont quelques-unes des pires inondations depuis un siècle qui ont été recensées. Dans certaines régions, c'est l'équivalent de 6 semaines de pluie qui est tombé en 3 jours. Les événements qu'on a connus cet été font partie du cycle naturel, même si ce sont des événements rares et extrêmes et dramatiques. Il n'en reste pas moins qui font partie des cycles naturels. On ne peut pas les attribuer ni au réchauffement climatique, ni à El Niño. À Paris, au tout début du mois de juin, la Seine atteint des niveaux inégalés depuis près de 30 ans. Depuis 200 ans, la statue du Zouave sous le pont de l'Alma est la mesure symbolique du niveau de la Seine pour les Parisiens. Le niveau du fleuve a grimpé jusqu'à 6,10 mètres. C'est la plus importante inondation dans la capitale depuis 1982, quand les eaux étaient montées jusqu'à 6,18 mètres. Mais elles n'ont pas atteint le niveau de la crue historique de 1910, 8,62 mètres. L'élévation du niveau de l'eau a conduit plusieurs musées, dont le Louvre et le musée d'Orsay, à déplacer quelques-unes de leurs collections pour les mettre à l'abri, et les transports publics à prendre des précautions, pour le métro notamment. La RATP a mis en pratique des procédures d'urgence visant à fermer la circulation au train lorsque le niveau de la Seine atteint 5,10 mètres. L'inondation à Paris a été provoquée par de très violentes précipitations dans l'est de la France. Autre victime de ces déluges, un monument français bien connu, le château de Chambord. Il s'est retrouvé les pieds dans l'eau lorsque la rivière Cosson est sortie de son lit au même moment que Paris était inondé. La cour royale et le parterre du château de François Ier furent totalement submergés. On a vu qu'on avait affaire à un événement aux conséquences imprévisibles. On a évacué certaines maisons qui commençaient à être inondées. Un pavillon forestier, un gîte rural, une maison en bordure du monument. Le lendemain matin, donc mercredi, on a coupé l'électricité dans les parties basses du château parce qu'en fait, là où normalement c'est vide, il y avait 1,50 m d'eau qui avait monté. En fait, le niveau des douves se trouvait sous la cour. Ce château a été merveilleusement construit. Et par ailleurs, le donjon, à côté duquel on est, eh bien, en fait, il est rehaussé de 1 mètre par rapport au sol. Donc, il était calculé sans doute par rapport aux crues qu'on pouvait observer dans le Cosson. C'est une œuvre de génie et c'est quand même assez hallucinant et assez émouvant de voir que 5 siècles après, il résiste à un épisode météorologique qui est au moins centennal et en tout cas sans précédent connu. Non loin de Chambord, à Tours-en-Sologne, la crue a atteint 1,60 m. Les gens ont été surpris en pleine nuit par la montée des eaux. Ma mère a 79 ans. Heureusement, mon frère mangeait chez ma mère et il a dit, donc il avait vu 2-3 cm à 10 h du soir. 2-3 cm d'eau. Il a dit, bon, on va surélever les meubles, ils ont tout mis sur cale. Ils ont essayé de sauver des trucs, ils ont mis des choses à l'étage. Puis ils ont dit, donc ma mère est allée dormir chez mon frère, heureusement, 79 ans. Chose que José, le voisin, n'a pas eu, il n'a pas eu cette chance-là. Il s'est réveillé les pieds dans l'eau, quoi. Le lit flottait, quoi. Bon, la voiture, la Super 5, elle est plus tellement super. Tout le monde s'est fait surprendre. Là, on n'a rien pu sauver. Rien du tout. Ça s'est jamais arrivé. Ma mère, 80 ans, donc, a jamais vu ça, de sa mémoire. Ça s'est jamais vu, quoi. Il n'y a jamais eu des crues. Enfin, une crue comme ça, c'est... Ici, c'est extraordinaire.
Pour les agriculteurs de la région, les inondations ont des conséquences désastreuses. On s'imagine pas trop qu'il y a un champ de maïs là. C'est un beau lac, au carré. Les pompiers sont arrivés, ils ont dit qu'il faut absolument évacuer, sinon tout le monde va mourir. Donc là, effet de panique. On avait quand même de l'eau à 90 cm. C'était quand même assez dur quand on est arrivé au bout. Et on s'est dit, en fait, on peut se faire piéger très très rapidement par l'eau. Là, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Et là, on a eu peur, on a pris conscience de la crue, quoi. Vraiment, l'eau, elle a une puissance extraordinaire. Et avec le courant, on s'est dit que finalement, on pouvait vite se faire piéger. Et 2 jours après, voilà, ça m'a vraiment coupé les pattes, quoi. On est revenu sur la ferme et là, on voit l'étendue des dégâts. On voit que le blé, en fait, l'eau est passée au-dessus des épis. Donc ça veut dire qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de récolte. Et sur le jardin, c'est pareil. L'année dernière, on avait noyé un tout petit peu. Là, tout était sous l'eau. Donc les fraises, elles sont formées. Il y avait des fraises rouges. Des fraises déjà formées. Quelques jours sous l'eau. Il n'y a pas besoin d'être agriculteur pour savoir que ça présage rien de bon. Des crues tardives comme ça, c'est très rare, quoi. Au niveau du Cosson, pour moi, c'est une crue centenale. La crue du siècle. 4 personnes sont mortes et 42 ont été blessées dans tout le pays. Le coût des inondations en France fut estimé à 800 millions d'euros. De telles tempêtes des climats tempérés sont moins structurées, moins spectaculaires et moins meurtrières que les tempêtes tropicales. Le climat change, l'atmosphère se réchauffe, ce qui entraîne aussi le réchauffement de l'océan. Et des océans chauds sont le carburant idéal pour les ouragans et les typhons. Taïwan a été particulièrement touché par les typhons cette année. De récentes recherches s'accordant à souligner que le pouvoir destructeur de ces tempêtes a augmenté de 50% lors des 40 dernières années. En 2016, la saison des typhons dans le Pacifique a démarré tardivement, par la première tempête tropicale nommée Nepartak, qui a ouvert les hostilités le 3 juillet seulement. À ses débuts, ce n'était qu'une zone de basse pression au-dessus de l'archipel oriental des Carolines, reclassée en typhon le 5 juillet. Avec des eaux à plus de 30 degrés dans toute la mer des Philippines, Nepartak a été requalifié en super typhon le soir du 5 juillet, atteignant son intensité maximale à l'approche de Taitung, sur la côte sud-est de Taïwan, avec une pression de 900 millibars et des vents de plus de 200 km/h. Nepartak traversa Taïwan le 7 juillet. Sur la partie est, il y a de grandes montagnes et très peu de personnes vivent à l'est. Toute l'activité économique, les grandes villes, presque toute la population et les bâtiments sont concentrés sur le côté ouest de l'île, la région des plaines. Et la plupart des typhons arrivent d'un axe sud-est. Donc, ils ont tendance à toucher d'abord les montagnes. Nepartak a causé 3 décès sur l'île, mais allait provoquer la mort de 83 personnes en Chine et $1,5 milliard de dommages au total. 3 mois plus tard, un second typhon frappa Taïwan. Baptisé Meranti, il a été évalué comme le cyclone tropical le plus puissant au monde sur l'année 2016.
est l'un des cyclones tropicaux les plus violents jamais enregistrés. La tempête s'est formée à l'ouest de Guam, dans la partie occidentale de l'océan Pacifique. Le 11 septembre, elle est requalifiée en typhon, s'intensifie rapidement le 12 septembre et devient un super typhon de catégorie 5, avec des vents soutenus enregistrés à plus de 240 km/h et une pression atmosphérique de 890 millibars. Meranti ravagea l'extrême sud de Taïwan. Deux personnes périrent et plus de 700 000 habitations se retrouvèrent sans eau et sans électricité. La tempête continua à détruire près de 300 habitations aux Philippines et causa la mort de 30 personnes dans les inondations qui s'en sont suivies en Chine. Le 21 septembre, près de Guam encore, une dépression tropicale se forma. Elle se transforma en typhon le 23 septembre, Meggy. Il atteignit l'intensité maximale d'un typhon de catégorie 3, cette fois sur l'île même, frappant de plein fouet la ville de Hualien sur la côte est pacifique de Taïwan, avec des vents soutenus de plus de 160 km/h et une pression atmosphérique de 940 millibars. Lorsque Meggy s'abattit sur la côte, des vagues gigantesques déferlèrent, causant l'une des pires pannes générales de toute l'histoire de l'île, et laissant plus de 3 millions de foyers sans électricité. Toutefois, contrairement à ce que la taille des vagues aurait pu laisser craindre, les dégâts ne furent pas aussi catastrophiques que prévu. Le dernier de ces typhons entraîna des vitesses de vent plutôt élevées. Des vitesses de vent qui, dans beaucoup de pays, auraient été fort dommageables. À Taïwan, en particulier sur le port principal de Kaohsiung, le typhon entraîna des vents très violents, mais ne causa pas de très grands dommages, parce que les bâtiments à Taïwan sont très bien conçus. Alors que l'œil de la tempête traversait l'île, les vents changèrent de direction. Meggy obligea plus de 14 000 personnes à être évacuées des zones montagneuses près de la côte vers les centres d'urgence. 91 personnes perdirent la vie, et le total des dommages de ces typhons si destructeurs a été estimé à 1,25 milliard de dollars. Les chercheurs alertent sur le fait que ces énormes tempêtes vont devenir bien plus puissantes dans le futur, menaçant les populations côtières sans cesse croissantes des pays du Pacifique. Ces habitants font également face à des épreuves bien plus sournoises. On peut voir les catastrophes, la majeure partie des catastrophes, les catastrophes qui sont à la une des journaux, et on peut estimer le coût des dégâts causés par la plus grosse catastrophe connue. Mais il y a aussi ce que l'on appelle des risques insidieux, des catastrophes insidieuses, quand les choses bougent lentement, qui, on le sait, ont déjà commencé à causer beaucoup de pertes, et qui vont causer encore plus de pertes dans le futur. Et le plus important d'entre elles est la montée du niveau de la mer, qui monte de 3 mm chaque année à présent. L'une des estimations que l'on a des conséquences de la hausse du niveau de la mer, c'est une estimation de 2006 qui est évaluée à 1 trillion, c'est-à-dire 1 million de dollars les risques si le niveau de la mer s'élève à 1 mètre. C'est parce que si vous réfléchissez à toutes les infrastructures qui se trouvent au niveau de la mer, ports, stations d'épuration, hôtels, raffineries pétrochimiques, aéroports, toutes ces choses sont construites juste au-dessus du niveau de la mer. Et si le niveau de la mer monte, elles devront être relocalisées. Conséquence directe de la croissance démographique, d'autres événements futurs vont devenir plus dévastateurs encore. 2016 illustre le défi de vivre sur une planète tectoniquement active. L'océan Pacifique est ceinturé par un réseau de failles d'origine tectonique et de volcans baptisé la ceinture de feu du Pacifique. Au nord-ouest de cette ceinture, Honshu et Kyushu, les îles les plus peuplées du Japon, sont à la jonction de plusieurs plaques.
La plaque océanique des Philippines y rentre en collision avec plusieurs plaques eurasiennes et crée une faille médiane qui circule sous les îles, du sud-ouest à l'est. À l'extrémité sud de cette zone de rupture, la préfecture de Kumamoto est construite sur un millefeuille de roches. Chaque année, plusieurs dizaines de secousses telluriques y sont ressenties. Au mois d'avril 2016, une série de tremblements de terre a frappé la zone de Kumamoto, avec une secousse principale de magnitude 7 le 16 avril. L'épicentre du séisme se situait à quelques 100 km au sud-est de Sendai, sur l'île d'Honshu, à l'endroit où un tremblement de terre et un tsunami ont tout dévasté en mars 2011. Ces séismes à Kyushu ne se situaient pas sur la plaque de la zone de subduction, mais sur une zone sur laquelle il y a de nombreuses failles actives, qui courent sur tout le centre de Kyushu. Les routes furent terriblement endommagées. Entre le 14 et le 20 avril, ce sont plus de 600 répliques sismiques qui ont été ressenties, dont 2 particulièrement fortes. 15 000 soldats de l'armée japonaise prirent part aux opérations de secours dans les jours qui suivirent le tremblement de terre. La recherche et le sauvetage, c'est l'une de nos priorités majeures. Et pour être honnête, nous sommes frustrés, car nous ne pouvons pas y aller pour le moment. Les répliques continuent. Nous devons être prudents, car la nature ne permet pas l'optimisme. Outre les effondrements de maisons et d'immeubles, de nombreux glissements de terrain se produisirent de l'autre côté de la chaîne montagneuse de Kyushu, balafrant les coteaux et provoquant l'effondrement du grand pont d'Asso sur la nationale 325 dans la rivière Kurokawa. De mémoire d'homme, c'est du jamais vu. Il y a déjà eu plusieurs glissements de terrain de grande ampleur 5 ans auparavant. Ils ont été classifiés en tant que désastre national. Cela a causé d'énormes dégâts. Je ne suis pas sûr que ceci soit plus gros comparé aux précédents. En tout cas, ils continuent. Mais de gros rochers qui n'ont jamais bougé auparavant sont tombés cette fois. Vous pouvez apercevoir sur la montagne les zones où il y a du sol rouge suite au glissement. Le 17 avril, le Premier ministre japonais Shinzo Abe mobilisa 3000 soldats de l'armée de l'air pour permettre aux autorités locales d'atteindre les zones sinistrées. Je fais partie des équipes de recherche et de sauvetage. À l'heure actuelle, nous recherchons des personnes qui ont disparu. C'est la première fois que je vois un tremblement de terre et un glissement de terrain d'une telle ampleur. Depuis que je suis arrivé ici, nous avons déjà trouvé 4 personnes. Une personne de plus reste introuvable, donc nous allons chercher toute la nuit. C'était une occurrence naturelle, et personne n'a rien vu venir. Nous n'avons aucun indice. On ne sait pas où les maisons ont été emportées. Nous faisons des recherches basées sur des suppositions. Le temps presse pour retrouver des survivants. L'équipe se prépare à passer une nuit blanche. Trois personnes à Yamaguchi.
Ils ne sont pas encore ici? Ils sont déjà descendus là-bas. Ils sont déjà descendus? En dernier, la nôtre. C'est tout. Maintenant, on descend. Je vais ouvrir la voie. Sommes-nous sur la liste de personnes? Oui, vous pouvez venir avec nous. Nous laisserons le matériel là où sont les équipes en attente. La zone d'attente n'a pas encore été décidée, donc veuillez le laisser à proximité de la maison. Plusieurs dizaines de personnes ont été tirées des décombres. Les sauveteurs font l'impossible pour trouver d'autres survivants avant les averses prévues et de nouvelles secousses. Le 18 avril, 24 personnes ont été retrouvées sans vie. 11 étaient toujours portées disparues et plus de 91 000 ont dû être évacuées. Le nombre de personnes à reloger avait atteint les 180 000. Autre résultat des secousses, la ville entière de Kumamoto s'est retrouvée privée d'eau. Nous transportons des provisions par le sol et par les airs avec des hélicoptères de l'armée japonaise ou américaine. Nous fournissons aussi de l'eau. Beaucoup de zones n'ont plus accès à l'eau courante. Préparer des repas avec des provisions limitées fait partie de notre entraînement. Donc cela fait partie de nos responsabilités. Le 19 avril, la peur de nouvelles répliques poussa encore plus d'habitants à élire refuge dans les voitures, les stades et les espaces ouverts. Les autorités gouvernementales ont estimé à plus de 1000 le nombre d'immeubles fortement endommagés et à 90 le nombre d'immeubles complètement détruits. L'épicentre du premier a été à Mashikimachi et le second a été dans la région d'Asso. La deuxième fois, la maison s'est effondrée. Ça s'est passé à peu près à 1h25 du matin. C'était comme si mon corps était projeté de part et d'autre sur environ 1 mètre. J'étais juste là, où il y a la table du salon, en dessous de l'horloge. Je dormais en dessous de la table. Je pensais que je serais plus en sécurité et qu'elle me protégerait si quelque chose tombait sur moi. Cette partie-là avait 2 étages. Et en bas, il y avait un garage et ma chambre. Je suis terrifié à l'idée de savoir ce qui me serait arrivé si j'avais été dans ma chambre en bas. La voiture a été écrasée comme une crêpe. Depuis 5 ans, une fois par an, nous avons eu un tremblement de terre de magnitude 3 ou 4. Je pense que c'était un signe d'alerte. Bien que le foyer du séisme se soit situé sous le mont Kinpu, au nord-ouest du centre-ville de Kumamoto, les zones les plus touchées furent Mashiki et Mikubo, dans la banlieue est de Kumamoto. La demeure de Satomi Utomo à Mikubo a été construite juste sur la ligne de rupture. Son avenir reste incertain. Faites attention où vous mettez les pieds, s'il vous plaît. Oh, j'ai peur. J'ai vraiment peur de rester dans ma maison. Parce qu'il y a encore de nombreuses répliques. Si je reste à l'intérieur et qu'une réplique se produit, comme cette maison est déjà toute de travers, la maison pourrait s'effondrer.
Ça me fait très peur. On dormait ici, à ce moment-là. L'armoire est tombée ici, et par là, c'était le chaos. Ici, cette porte, on ne pouvait plus l'ouvrir. Elle était complètement bloquée. Quand on a voulu s'échapper, il n'y avait plus que cette petite ouverture pour se sauver. Notre unique volonté à ce moment-là, c'était survivre en s'échappant. La chambre des enfants est de ce côté-là. Quand je repense à ce moment, j'étais complètement terrorisée. J'avais très peur. Au même moment, les placards à vaisselle se sont ouverts et toutes les assiettes et les verres sont tombés par terre. Le frigo était de ce côté-là. Cette étagère était comme ça, mais plus tournée. Quel désordre. Aujourd'hui, j'ai envie de reconstruire une nouvelle maison. Mais je suis très angoissée par le futur. Alors, la reconstruire ici, c'est inquiétant parce que le terrain est situé sur une faille tectonique et qu'il risque d'y avoir d'autres tremblements de terre. Tout ça m'angoisse. Chez nous, on a de la chance, car le voisinage nous a beaucoup aidés. Chaque jour, nos voisins nous ont donné à manger et nous ont réconfortés. Ils nous ont écoutés. Avec eux, grâce à eux, on arrive à surmonter toutes ces épreuves. Ici, à la campagne, l'entraide fonctionne beaucoup. Nous avons tous été victimes et tout le monde s'entraide. Si on n'a pas de quoi manger, on s'invite les uns chez les autres. Et toute cette gentillesse nous touche énormément. Et ça, c'est plus important que l'argent. Avant, le toit de la grange était relié à celui de la maison. Mais maintenant, la charpente est complètement vrillée. Ici, on peut voir la faille dans le sol. Le 21 avril, le mauvais temps si redouté arrive. Et il va encore compliquer le travail des sauveteurs. Pire, il est accompagné de répliques, provoquant la destruction dans la nuit d'une partie du patrimoine culturel de Kyushu. Elles ont sévèrement endommagé le temple Aso, un sanctuaire shinto. Cet important monument japonais a perdu sa tour-portail ainsi que sa salle de culte. L'eau de pluie s'infiltre par les fissures et risque de favoriser les glissements de terrain sur le sol meuble. La falaise s'effondre à cause de la pluie. Les habitants des maisons au-dessous de la falaise ont été ordonnés d'évacuer. Nous sommes donc en train de vérifier si tout est réglé. Il y a eu des secousses de haut en bas. L'arbre tient pour le moment, mais il peut casser à tout moment. Donc nous devons être prudents. Oui, des glissements peuvent encore survenir. Donc soyez prudents. Parmi les plus exposées, les maisons autour d'Asso, où le 17 avril, la faille en activité déplaça latéralement le sol de 2 mètres.
Les fondations des bâtiments sont désormais ancrées dans un sol en partie liquéfié. Le séisme transforma la terre en soupe. Nous sommes impuissants devant les forces de la nature. Je me console en me disant que je ne pouvais rien y faire. Nous vivons seulement à deux dans cette maison. Nous pensons vivre avec d'autres gens maintenant, même dans des logements temporaires, pour un temps seulement. Toutes les maisons ici ont été détruites le second jour. Le premier jour, la route a commencé à se dégrader. 3 arbres et un poteau électrique sont tombés sur ma maison. Mes jambes tremblent de peur. Autour d'Asso, les terres solides se liquéfièrent, engloutissant routes et voitures, et faisant même basculer les bâtiments restés sur le sol meuble. Ce processus de liquéfaction constitua la part la plus destructrice de la catastrophe. Les scientifiques se sont depuis longtemps efforcés d'étudier ce phénomène, mais les chercheurs s'accordent maintenant à dire que beaucoup de leurs modèles présentent des imperfections et échouent à donner une représentation exacte des conditions réellement existantes. Une liquéfaction survient généralement dans les sols sableux. Quand le sable remue pendant la secousse, la pression fait que le sol devient liquide. Cela cause des affaissements du sol et les maisons se penchent, comme celle derrière nous, car le sol ne pouvait plus la supporter. Le terrain ici a la particularité géologique d'être recouvert de cendres volcaniques qui se sont accumulées sur les pans de la montagne. Au beau milieu de la tourmente et de la confusion, une équipe de sismologues japonais se met au travail pour établir une modélisation 3D des zones touchées. Ils essaient de comprendre les structures tectoniques du lieu et les forces en mouvement. Regardez cette zone. Ça s'est transformé en un escalier. Le sol est très mou. Je pense que lorsque des gros morceaux de terrain ont glissé, sa surface a continué à glisser. Et ce n'est pas souvent qu'on voit une montagne s'effondrer comme ça. Nous prenons des photos de la zone toutes les 5 secondes. Nous utilisons ces photos prises sous différents angles pour créer un modèle 3D de la zone. Dans cette région, plusieurs zones se sont écroulées. Nous regardons d'abord la photo intégrale avant de décider où nous voulons voir les coupes transversales. Les mesures peuvent être faites à la main. Mais si nous avons besoin de sections différentes, nous devons les refaire. C'est pratique avec cette machine, car nous pouvons bouger et voir des sections différentes. Une ligne de faille est clairement active ici, et je pense qu'elle va s'agrandir si les tremblements de terre continuent. Le Japon vit en permanence sous la menace de nouveaux séismes et éruptions volcaniques. Le pays entier est sous la surveillance constante des sismologues et des volcanologues. 20% des séismes que subit notre planète touchent le Japon chaque année, autour de 600 séismes par an. Ainsi, le 22 novembre 2016, un autre violent tremblement de terre de magnitude 7,1 fut ressenti au nord du Japon, près de Fukushima, causant heureusement plus de peur que de mal. Au total,
La série de séismes à Kumamoto et dans le reste du Japon a, en 2016, causé la mort de 49 personnes et occasionné des dommages estimés à 7,5 milliards de dollars. Quelques mois après que la plaque tectonique philippine a fait les gros titres de la presse, les mouvements d'une autre plaque tectonique firent des ravages en Italie. Le bassin méditerranéen est broyé par le continent africain qui s'enfonce sous la plaque eurasienne, générant de complexes failles de subduction. Prise entre les deux, la plaque adriatique tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à la vitesse de 3 mm par an autour de la ville d'Amatrice et des villages voisins de la chaîne montagneuse des Apennins, au centre de l'Italie. Ces villages de montagne isolés sont connus pour leur huile d'olive, leurs truffes noires et leurs vignobles. 24 août, 3h30 du matin. Un tremblement de terre d'une magnitude 6,2, puissant bien que peu profond, frappa les villages. Les villes d'Arquata, Pretare et Pescara del Tronto furent parmi les plus violemment touchées dans cette région. Le prêtre local, Francesco Armandi, est la mémoire vivante de ces villages. La nuit du 24 août, à 3h36 précisément, nous avons entendu un grand fracas et la terre a tremblé de manière violente. J'étais au lit, mais réveillé. Et on avait l'impression que la nature voulait projeter mon lit au plafond. J'ai attendu la fin de la secousse, je me suis habillé rapidement et je suis sorti. Les rues étaient pleines de gravats, de cailloux et de grosses pierres. Et toute la population est sortie dans la rue. Je me suis levée, j'ai enfilé mes chaussons, j'ai pris mon fils, et avant même la fin de la première secousse, nous étions déjà dans l'escalier. Arrivés en bas, nous nous sommes aperçus que nous étions en pyjama à 3h du matin. À la seconde secousse, on a entendu le mont Vettoré. Un bruit effroyable. À cet instant, tout s'est écroulé. Je me suis dit, mamma mia. Nous étions justement sur le parking d'à côté. Et on entendait le fracas des pierres depuis la crête du Vettore qui roulait jusqu'en bas avec la secousse du tremblement de terre. En 10 minutes, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu vois la désolation. La maison est sur pied, mais si tu ne peux pas y vivre, c'est comme si tout s'était arrêté. Et voir ton village qui n'existe plus, c'est encore plus dur. Le bus de l'école arrive ici. J'ai récupéré mon fils ici plein de fois. Je le faisais goûter, on allait chercher une brioche emballée, c'était la vie. Simple, essentiel, mais c'était la vie. Je ne l'aurais plus. Excusez-moi. Outre les pertes humaines, une partie du patrimoine culturel de l'Italie fut également ravagée. Une église s'est écroulée à Pescarabe. Elle a certainement 1000 ans. Elle ne s'était jamais écroulée. Pourtant, des tremblements de terre, il y en a déjà eu. Ce qui veut dire que celui-ci était beaucoup plus violent. Il ne s'agit pas des secousses colossales que l'on observe à la lisière des plaques tectoniques, où des séismes de magnitude 8 et 9 peuvent se produire. Dans cette région, les failles sont plutôt petites car peu profondes. Mais quand le séisme se produit juste au-dessus, la secousse est spectaculaire. La réalité, c'est que nous ne sommes qu'un petit point sur la carte géographique. Mieux, nous sommes sur une petite étoile. Sur le site de l'Institut de géophysique italien, on nous représente l'épicentre avec une étoile. Plus de 4000 personnes ont participé aux opérations de recherche et de secours. 238 personnes furent retirées vivantes des décombres grâce à l'intervention des autorités.
Les tremblements de terre sont à l'image des balles d'une roulette russe. On ne peut jamais vraiment savoir quand et où ils vont déchaîner leur pouvoir destructeur. Nous nous sommes rendus compte que nous étions de vrais miraculés. Parce qu'après Tare, mis à part ça, mis à part les dégâts que nous voyons derrière nous, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Puis nous avons vu Pescara. Alors nous avons remonté nos manches, nous nous sommes dit que nous sommes encore là et que nous pouvions faire quelque chose. Ce qui est arrivé à Pescara, c'est incroyable. Le village, malheureusement, a été complètement détruit. D'ailleurs, si vous y allez, vous ne verrez plus qu'un tas de ruines. Il y a eu près de 50 morts. Ces personnes, je les connaissais. Je les avais mariées, j'avais baptisé leurs enfants. Alors, je suis un peu sous le choc, parce que quand 20, 30, 40 ou 50 amis meurent, c'est forcément un drame intérieur et une douleur profonde. C'est sûr, nous aurons certainement des difficultés à nous reprendre pour repartir. J'ai vécu le tremblement de terre de 1972 et de 1997, celui de l'Aquila, que nous avons ressenti ici parce que nous sommes relativement proches. Mais pour moi, ils n'ont pas eu cette violence. Cette fois-ci, par contre, il semble que le tremblement de terre a suivi une ligne maudite, comme Pescara, détruite. Et à côté, il y a un village, Vezzano, qui n'est qu'à 500 mètres environ, totalement indemne. Rien ne s'est écroulé. Alors ce sont des phénomènes que, moi du moins, je n'arrive pas à comprendre. La science peut-elle expliquer ces étranges phénomènes? Les montagnes se séparent en deux et vous avez des séismes successifs qui courent du sud au nord, l'un après l'autre, à des semaines et des mois d'intervalle, créant des failles très connues, des failles que vous pouvez voir zébrant les façades montagneuses dans ces régions qui ont connu les plus forts séismes. Depuis des centaines d'années, ces failles ont été brisées une par une, créant une brèche plus au nord, le long de l'axe principal des monts Apennins en Italie. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que l'Italie connaît un fort tremblement de terre. Entre le 26 octobre et le 3 novembre, une dizaine de séismes superficiels avec des magnitudes 4,5 à 6,5 ont frappé en série la région de Macerata. Ils se sont produits dans une faille sismique entre la zone touchée par le séisme du mois d'août et l'Ombrie, une zone frappée en 1997. Les failles se développent et le processus de destruction se poursuit. 298 personnes sont mortes dans le tremblement de terre. On estime à près de 2,5 milliards d'euros le montant total des dommages. Des magistrats italiens ont ouvert une enquête afin de vérifier si les entreprises de construction avaient passé outre les réglementations antisismiques lors de la restauration de bâtiments publics, comme une école à Amatrice réduite en miettes lors du tremblement de terre. Une controverse similaire est toujours vive de l'autre côté de l'Atlantique, où les plaques tectoniques sont responsables de l'une des pires catastrophes de 2016. L'océan Pacifique, le plus grand et le plus profond des océans au monde, cache sous sa surface un réseau de failles, conséquence de la tectonique des plaques, en particulier à l'ouest, où l'immense plaque de Nazca s'enfonce sous le continent sud-américain à la vitesse de 60 mm par an. Cette rencontre d'une plaque océanique avec une plaque continentale crée des frictions. Et qui dit friction de l'écorce terrestre, dit volcan et séisme.
En Équateur, 60% des 16 millions d'habitants vivent dans les régions côtières, et notamment dans la ville principale, Guayaquil. Le 16 avril, vers 19h, la terre gronda et des pannes d'électricité affectèrent de nombreuses villes. C'est au grand jour seulement que le gouvernement réalisa l'amplitude et l'étendue des dégâts causés par ce tremblement. Les villes de Porto Viejo, Pedernales, Manta et Canoa furent parmi les plus touchées. Mais le fait que le tremblement de terre se produise à la fin de la journée, juste avant que les habitants aillent se coucher, permit d'épargner de nombreuses vies. Avec une magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, ce fut le tremblement de terre le plus puissant de l'année 2016. Et en Équateur, le séisme le plus important depuis 1979. Le président Rafael Correa déclara l'état d'urgence et dépêcha 13 500 membres de l'armée, des forces de police et des pompiers. Je suis responsable de la zone qui a été le plus touchée. Une zone commerciale en pleine activité, au moment où s'est déroulée la tragédie. Les secouristes sont arrivés sur tous les points critiques. Pendant les 2 premières heures, les pompiers se sont déplacés dans toute la zone et ont réussi à sauver des victimes. Il y a eu beaucoup de survivants. Puis, il a fallu chercher les corps sans vie. On dénombra plus de 600 décès dans les provinces de Manabí et Esmeraldas. Et au total, plus de 6 000 blessés. Le tremblement de terre s'est produit à une heure qui, grâce à Dieu, a épargné des vies. Les gens travaillaient ou ils étaient dans la rue. Si cela s'était passé à une heure plus tardive ou très tôt dans la matinée, cela aurait été encore plus compliqué et il y aurait eu encore plus de pertes humaines. Cela a fait comme si quelqu'un avait soulevé ma maison et l'avait jetée sur des vagues de 15 mètres. Ça a balancé de tous les côtés. L'onde est arrivée quand j'étais chez moi. Je pouvais voir la montagne se soulever vers le haut. J'ai aussi vu bouger une partie des bâtiments de la ville. J'ai vu les maisons en face se lever, s'affaisser et se relever. Pedernales se trouve tout près du point de jonction des plaques. Cette ville de 40 000 habitants fut particulièrement touchée et beaucoup de ses édifices furent complètement détruits. Notre maison était composée de 5 étages. Quand les répliques se sont arrêtées, j'avais perdu 5 membres de ma famille. Ma sœur de 17 ans est toujours sous le choc. Elle a vu le bâtiment s'effondrer en entier et ma mère a vu l'effondrement d'un bâtiment de 16 étages derrière moi, dont il ne reste plus rien. Il a été entièrement détruit sur le coup. Près de 30 000 personnes se retrouvèrent sans abri. L'eau, le gaz et l'électricité furent coupés dans de nombreux endroits et des centaines de kilomètres de routes furent détruits. Beaucoup ont perdu leur gagne-pain. La douleur qui restera toujours, c'est celle-ci. Des années de travail, des cheveux en moins, des cheveux blancs. Tout est parti, il ne reste plus rien. 20 ans de ma vie. On a commencé par une petite propriété un peu plus loin en bas. Puis on a changé. On est venu là à force d'efforts et de sacrifices. On s'est endetté pendant 18 ans pour rembourser la construction. Mais avec la physique, on ne peut pas tricher. La structure s'est vrillée au niveau du 3e et du 4e étage. Les gens étaient sous le choc. Tout le monde était assis là à regarder. Moi aussi, j'étais choquée.
Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose comme ça pouvait arriver. Mais depuis, nous avons reçu de l'aide. Nous avons commencé à recevoir l'aide de la communauté. La coordination, c'est ça le gros truc, d'essayer de coordonner les efforts de tout le monde, de façon à remettre sur pied cet endroit. Les gens commencent à rebâtir leurs maisons, et c'est formidable. On essaie de travailler avec les autorités locales pour s'assurer que les normes de construction sont bien en place, afin que quelque chose comme ça ne puisse plus jamais se reproduire. L'Équateur, Bahia et toute cette région est une zone sismique extrêmement active. À travers l'histoire, nous avons eu des épisodes sismiques et ce n'est pas fini. Cela n'est pas prêt de changer. L'ampleur et le mécanisme focal du tremblement de terre d'avril sont typiques de ceux d'une zone de subduction entre deux plaques de grande taille. Un tel mécanisme produit les plus puissants séismes que l'on puisse connaître. Et quand la terre a tremblé, inévitablement de nouvelles secousses vont se produire, aux alentours, ou bien exactement au même endroit. Nous voyons aux États-Unis ou en Europe de grands buildings et nous voulons nous baser sur le même modèle. Mais ici, c'est différent. Nous devons revenir à nos racines, à nos valeurs ancestrales, le bois, le roseau, le bambou, pour vivre d'une manière durable et respectueuse de l'environnement et pour qu'il y ait moins de morts. L'une des choses à faire pour prévenir le coût colossal en termes de pertes humaines, tout particulièrement dans les pays les moins développés, est d'améliorer les constructions. Je pense que nos prévisions de séisme ne fonctionnent pas. Le mieux que nous puissions faire est de se dire « oui, on s'attend à ce que des tremblements de terre se produisent sur les lieux situés à la jonction des plaques, aux endroits où nous constatons d'importantes failles actives. Et ceci doit nous conduire à s'assurer que les villes et cités proches de ces failles soient construites de telle manière que lorsqu'un séisme se produit, nous n'en savons pas la date, mais lorsqu'il survient, on est préparé. Les bâtiments ne s'effondrent pas sur les gens. C'est le moins que nous puissions faire pour les populations, tout particulièrement dans les pays riches. Seuls les immeubles très récents ont subi des dommages mineurs. Ceux qui n'ont pas respecté les normes de résistance au séisme ont été détruits, occasionnant des dommages de 3,3 milliards de dollars et causant la majorité des 673 décès à déplorer. Les mêmes problèmes de planification dans les pays pauvres ont causé d'énormes pertes de l'autre côté du continent américain. Les systèmes météorologiques de la planète sont interconnectés d'une manière que nous commençons tout juste à comprendre. Ils ont écrit le scénario du pire des cataclysmes de l'année 2016. Tout a commencé avec un phénomène de mousson en Afrique de l'Ouest qui ne présageait rien d'extraordinaire. Alors la mousson africaine de cette année était relativement active, un peu plus que la normale. La mousson africaine est annoncée par l'arrivée de ce que l'on appelle les ondes tropicales, qui sont à l'origine de beaucoup de tempêtes tropicales atlantiques. À ses débuts, l'ouragan Matthew n'est que l'une de ces ondes tropicales parties des côtes d'Afrique de l'Ouest le 22 septembre. Avec des conditions environnementales favorisant un développement lent et une activité orageuse croissante, l'onde tropicale s'est déplacée vers l'ouest, à travers l'océan Atlantique. Le 28 septembre, Matthew se transforma en tempête tropicale à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Sainte-Lucie. Le 29, la tempête devint un ouragan à 310 km au nord-est de Curaçao. Le jour suivant, il augmenta son intensité en catégorie 5, à la plus basse latitude jamais relevée pour un ouragan de cette intensité dans le bassin atlantique. L'ouragan Matthew a commencé à se déplacer vers le nord, assez lentement. Où l'ouragan va-t-il toucher terre? Mystère. Cuba et Haïti ressentirent le souffle humide du monstre et lancèrent l'alerte rouge sur toutes les régions côtières. Le 4 octobre, à 7 h du matin, l'ouragan Matthew, classé en ouragan de catégorie 4, frappa Haïti avec des vents de 230 km/h. Malgré l'anticipation, les pertes humaines et matérielles sur l'île furent catastrophiques.
Plus d'1 millier de personnes trouvèrent la mort lors du passage de l'ouragan Matthew, et des centaines de milliers de foyers furent détruits par cette tempête. Elle laissa plus d'1 million de personnes tributaires de l'aide humanitaire et des dégâts estimés à presque 2 milliards de dollars. Après le saccage d'Haïti, Cuba. Le 4 octobre à 20 h, Matthew frappa de plein fouet Rauco avec des vents de 220 km/h. L'onde de tempête causa des dommages considérables dans la province de Guantanamo. La splendide vieille ville espagnole de Baracoa fut en particulier terriblement abîmée. Cependant, grâce à l'efficacité de la protection civile cubaine, aucune perte ne fut à déplorer. L'interaction avec la Terre sur Cuba fit faiblir l'ouragan en catégorie 3, bien que Matthew ait finalement retrouvé une intensité de catégorie 4 en quittant Cuba pour les Bahamas. Le 5 octobre, Matthew, alors qualifié en catégorie 4, frappa les côtes pour la 3e fois, cette fois sur l'île de Grand Bahama. Les préparatifs commencèrent alors véritablement dans le sud des États-Unis à l'approche de Matthew. Plusieurs régions déclarèrent l'état d'urgence sur les régions côtières et on ordonna des évacuations massives. Au cours des 36 heures suivantes, la tempête longea la côte sud-est des États-Unis, s'atténuant progressivement tout en restant au large, avant de s'abattre une 4e et dernière fois sur les côtes de Caroline du Sud au matin du 8 octobre. Le cyclone avait alors la puissance d'un ouragan de catégorie 1. Les dégâts furent principalement limités aux côtes de Floride et de Géorgie. Aux États-Unis, l'ouragan causa la mort de 47 personnes. Le 9 octobre, Matthew reprit la direction du large et acheva sa transformation en cyclone extratropical. C'est comme l'odyssée d'un monstre qui prend tout aux plus pauvres et épargne les plus riches. Parce qu'il frappe les plus pauvres, comme en Haïti, ce fut un terrible désastre en termes de pertes humaines. Puis, il est parti vers le nord. Si sa trajectoire avait été d'une centaine de kilomètres plus à l'ouest, Matthew aurait provoqué d'énormes dégâts en Floride. Mais quand enfin il atterrit aux États-Unis, il s'était affaibli. Ce ne fut plus qu'une catastrophe en termes d'inondation qu'en termes de vent. Donc les États-Unis ont eu une chance inouïe avec Matthew, alors qu'Haïti manqua cruellement de chance. Avec des dégâts estimés à plus de 8 milliards de dollars, Matthew fut l'ouragan atlantique le plus coûteux depuis Sandy en 2012. Mais tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. Il y a de grosses différences entre les premières puissances mondiales et les pays en voie de développement. Là où il est facile de souscrire des polices d'assurance, dans les pays les plus riches, les gens ont tendance à construire des immeubles solides, de meilleurs bâtiments. Ils ont tendance à suivre les règles, les normes de construction. Et si vous travaillez dans des pays en voie de développement, on tend vers plus de risques. Les choses ne sont pas construites aussi solidement. Et il y a beaucoup de bâtiments dans les zones inondables, par exemple. Il existe moins de protection pour les populations. Et ce sont donc des défis très différents à relever, si vous établissez des modèles de risque pour les pays riches ou si vous réfléchissez aux risques pour les pays pauvres du tiers-monde ou en voie de développement, dans lesquels les conséquences des cataclysmes peuvent être cruciales pour la vie des gens. L'année 2016 a eu sa part de catastrophes. Incendie, séisme, tempête, sécheresse, inondation.
Mais peut-on savoir quel pourcentage de ces événements doit être attribué au réchauffement climatique? Il existe aujourd'hui des techniques permettant d'identifier la cause. On appelle ça des études d'attribution. Donc ça se fait maintenant dans un certain nombre d'universités. Quand vous étudiez le climat mondial depuis 1950, dans une version de la Terre où vous avez l'augmentation des gaz à effet de serre année après année, et une autre version de la Terre où il n'y a pas eu ces augmentations de gaz à effet de serre. Et donc ensuite, vous confrontez ces deux versions de la Terre afin de découvrir comment probablement une situation extrême particulière, ça peut être d'extrême sécheresse ou d'extrême précipitation, comment cela se passe probablement dans ces deux mondes. Et cela vous indique à quel point les changements climatiques et à quel point le réchauffement global favorise l'apparition de ces extrêmes. Une certitude demeure. Les catastrophes naturelles frappent plus les pauvres que les riches. Si nous pouvons au moins attribuer quelques-uns de ces cataclysmes créés par notre planète vivante au fait qu'elle se réchauffe, il reste plus urgent que jamais d'instaurer des politiques climatiques pour protéger les plus vulnérables de ce monde.